de concret. Une statistique, c'est quoi? C'est un comptage. Pour avoir une statistique, il faut commencer à compter quelque chose. Et c'est-à-dire que la première chose à faire avant d'avoir une statistique, c'est de donner une définition. On donne la définition de ce qu'on va compter. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on dit comment on va le compter, comment on va commencer à compter. Eh bien, c'est la personne qui a le pouvoir sur ces deux aspects, donner la définition et dire comment on va compter, qui va décider de la statistique finale. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Une statistique, c'est ça, une définition et un comptage. Et c'est facile d'embrouiller les gens quand on leur dit pas exactement la définition de ce qu'on a compté, ni comment on a compté. Il y a plein de gens qui disent que voilà, les statistiques du chômage sont fausses. Alors ils ont raison et tort. Les statistiques sont justes dans le sens où les chiffres donnés sont vrais. C'est le sens qu'ont les statistiques qui est faux. Je vais prendre un exemple assez facile. Il y a une grosse confusion qui est faite entre ce qu'on appelle un chômeur, au sens du Bureau international du travail, et un inscrit à Pôle emploi. Et les médias font tout le temps la confusion entre le nombre de chômeurs et le nombre d'inscrits à Pôle emploi. Ce qui fait quand il y a un gouvernement qui met en place une loi qui dit que tous les inscrits à Pôle emploi sont virés au bout de 6 mois où ils n'ont pas de travail, eh bien ça fait mécaniquement baisser le nombre d'inscrits à Pôle emploi puisqu'on les vire. Et donc là, la loi se passe, et puis vous avez tout un tas d'articles de presse qui disent regardez, le chômage baisse, le gouvernement fait un travail formidable. Donc voilà, c'est l'interprétation qui est fausse. Oui, quand on vire les gens de Pôle emploi, il y en a moins. Ça ne veut pas dire que le chômage baisse et que les gens vont mieux. Donc c'est ça, il faut toujours se référer à la définition pour savoir exactement ce qu'on est en train de compter, pour savoir tout simplement comment on tourne. Et finalement, ce que je montre dans le livre, et l'objet de cette conférence, c'est de montrer que le Covid-19, c'est l'histoire d'une grande fraude statistique. Et nous avons vécu une arnaque au comptage. C'est-à-dire qu'on a mis en place des processus de comptage pour raconter une histoire. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Si j'arrive à recliquer sur mon truc. Donc on va faire 4 parties. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter une partie, et puis ensuite on va peut-être faire une petite séance de questions entre chaque partie pour bien caler les choses, et puis si j'ai pas été clair, ou si vous avez des remarques, on pourra en profiter, et puis ça nous coupera un peu de la conférence magistrale. On va faire un retour sur les décès d'abord. Je vais essayer d'enlever ça de mon écran, de façon à voir ce que je dis. Voilà. Un retour sur les décès, de façon à comprendre que dans les statistiques, en fait, on ne voit pas du tout l'hécatombe qui a été promue à la télé. Et on arrive à un tel point où il va falloir se poser la question de ce qu'on a vraiment compté. Et ça, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire qui a décidé de ce fameux comptage Covid-19 dont on va voir qu'il n'a rien de scientifique. C'est un comptage bureaucratique. Et ça a une implication très forte qui est que toutes les personnes qui tentent de faire de la science avec les statistiques Covid-19, que ce soit les prétendus cas malades, les hospitalisés ou les décès, ne font pas de la science. Ça, c'est de la bureaucratie. On ne peut pas faire de la science avec ça. Et donc, toute personne qui essaye de faire la science avec est dans le faux et se fait complètement manipuler. Et c'est vrai, quel que soit le bord de la personne, qu'elle soit du côté des covidolâtres ou des personnes qui ont résisté, voilà, toutes celles qui essayent de d'écrire quelque chose à la base de ces statistiques Covid-19 se plantent complètement. Et puis ces statistiques Covid-19, on va voir qu'elles sont nées à partir d'une certaine date avec un nouveau moteur de fraude qui ont été les fameux tests, qui nous ont permis de sortir de la réalité, mais complètement. Avant, c'était les médias qui faisaient le travail en nous faisant croire qu'il y avait une pandémie mortelle avec des morts, tout ça. Mais les tests, ça nous a fait complètement perdre pied, où on a pu passer à la pandémie sans malade. C'est-à-dire, on a repris la formule Dr Knock, un tout bien portant est un malade qui s'ignore. On a testé tout le monde et tout un tas de personnes bien portantes, en parfaite santé, sous la base de tests positifs, étaient considérées atteintes d'une maladie mortelle. Et ça s'appelait les cas, les fameux cas asymptomatiques. C'est du n'importe quoi, c'est du jamais vu. Ce qui fait que dorénavant, on peut déclarer un état de pandémie sans malade. Et puis enfin, on va aller sur des vaccins et il va falloir qu'on comprenne bien l'escroquerie totale qu'il y a sur la prétendue efficacité. Il faut bien comprendre comment a fonctionné cette histoire d'efficacité. Bon, on va le démêler. Et puis les effets indésirables. On verra les deux aspects. Donc voilà les 4 parties que je vous propose ce soir. Je vais démarrer directement. On va faire un premier retour sur les décès. Et vraiment, il faut retirer de la tête des gens cette histoire qu'il y aurait eu une hécatombe quelque part
de Covid-19 où on aurait vu une belle hausse, une hausse de mortalité significative. C'est complètement faux. Il n'y a aucune hécatombe nulle part. Il y a quelques petits endroits dans le monde, dans certains pays, où on voit des hausses de mortalité, et c'est des endroits parfaitement illogiques, à des moments illogiques, et donc il va falloir se poser la question de quoi sont morts les gens. Ça, c'est dans la deuxième partie. La première chose, faisons tomber définitivement cette histoire d'hécatombe. Pour le montrer, je vous propose ici 4 graphiques. Il s'agit des nombres de décès. Alors, je vois pas le haut de mon écran. Voilà, c'est bon. Donc, ce sont j'espère que vous voyez bien mon écran. Et ce sont les décès qu'il y a tous les ans, les décès annuels en France, en Allemagne, en Suède et en Norvège. Bon, j'ai mis 2 couleurs. Alors en France, par exemple, ils décèdent chaque année donc j'ai mis depuis 2000 à peu près, entre 500 et 650 000 personnes. En Allemagne, on est entre 750 et 800 000. En Suède, on est autour de 75 000 et en Norvège, on est autour de 40 000. Bon, déjà c'est intéressant puisque d'un pays à l'autre, on voit bien que ce qui fait le nombre de décès, c'est juste la taille du pays. C'est quand même une évidence. Plus il y a de monde dans un pays et plus il y a de décès. C'est tout bête. D'ailleurs, ça nous fait dire quelque chose, c'est-à-dire que s'il y a de plus en plus de gens dans un pays, eh bien le nombre de décès va augmenter de manière parfaitement mécanique. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que dans tous ces pays-là, finalement, les décès des moins de 65 ans qui sont présentés en bleu clair, eh bien, pèsent assez peu. Ah oui, je vais peut-être terminer avec l'Allemagne quand même. Ce qu'on voit, la grosse hausse des décès de l'Allemagne, donc c'est pas qu'on a tiré dans la foule, ça s'appelle la réunification de l'Allemagne, c'est tout. Donc c'est à partir de 1990. Voilà, l'Allemagne est réunifiée et plus de monde. Point. Donc voilà, on voit bien l'impact de la hausse de la population en Allemagne. Ça augmente le nombre de décès puisqu'il y a plus de monde. Point. C'est tout. Donc deuxième chose, les moins de 65 ans qui sont en bleu clair, et on voit que dans tous les pays, les moins de 65 ans décèdent assez peu. Et représentent finalement une faible part des décès, alors qu'ils représentent une grosse part de la population. En France, les moins de 65 ans, c'est 80% de la population. Pourtant, on décède peu en dessous de 65 ans. Ce qui nous amène à la réflexion suivante, c'est que la vie, ça démarre au début où on est, et c'est plutôt vers la fin qu'on meurt. Et cette fin-là, finalement, plus elle est tard et mieux c'est. Et plus elle est tard et mieux c'est, et en l'occurrence, on décède assez peu avant 65 ans, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que l'écrasante majorité des décès soient au-delà de 65 ans. Et ces moins de 65 ans, on peut remarquer que dans tous les pays, dans les 4 pays qu'on voit, mais c'est le cas dans tous les pays du monde, il ne s'est rigoureusement rien passé ces dernières années. Donc, quoi qu'on puisse dire, vous n'arriverez pas à trouver le moindre institut sérieux qui vous dise la moindre chose concernant les moins de 65 ans avec cette prétendue épidémie Covid-19. C'est complètement faux. Donc, 80% de la population, de toute façon, n'a jamais été concernée par quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que je vous ai mis en bleu parce que beaucoup d'instituts ne le montrent pas. C'est-à-dire qu'on voit juste la bosse, ils montrent une bosse en 2020 et ils font pas le détail par âge. Et donc, il masque, il donne l'impression que tout le monde est mort, alors que il ne s'est rigoureusement rien passé, je le répète, pour les moins de 65 ans, nulle part. Donc, c'est pour ça que c'est important. La deuxième chose, c'est que, évidemment... Excuse-moi, Pierre, je me permets de te couper 2 minutes parce que j'ai envoyé des messages à Jacques pour qu'il coupe son micro. On l'entend, ça interfère sur la conférence. Et il ne les a pas vus. Donc, Jacques, si c'est possible de couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Il y a un petit bouton désactiver le micro. Et Edith aussi, s'il vous plaît. Merci de couper le micro. Edith, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? J'ai essayé de lui dire plein de fois au début. Donc, c'est en bas à gauche de l'écran. Il y a un petit symbole micro écrit désactiver. Après, c'est pas très grave pour le moment. Ça... Dans la barre de commande en bas de l'écran, c'est le premier bouton sur la gauche avec un petit micro. Désactiver le son, il faut juste cliquer dessus. La barre peut être à différents endroits de l'écran. Ah zut, oui, pardon. Vous avez il y a une petite ligne verte ou rouge là qui permet de la voir normalement, qui dépasse un petit peu si jamais elle est cachée dans un coin de l'écran. Bon, après, on n'entend plus. Si vous voulez, je vais continuer et puis. Allez-y.
Donc j'en étais au fait de dire que oui, les jeunes ne décèdent pas, il sait rien, enfin décèdent pas peu. Les jeunes, j'entendais moins de 65 ans, évidemment tout est relatif. Mais donc décèdent relativement peu. Ce qui nous amène à l'autre réflexion, à savoir que pour comparer ce qui se passe d'une année sur l'autre au sein des pays, il faut quand même s'intéresser à l'âge des gens. Bon, il y a un phénomène assez connu qui s'appelle les baby boomers, qui a lieu dans toute l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a quand même un tas de naissances qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, notamment à partir de 1946. Et donc il y a tout un tas de gens qui ont désormais plus de 75 ans et qui décèdent beaucoup plus qu'il y a 20 ans quand ils avaient 50 ans. Et donc, il faut prendre en compte ce vieillissement de la population de façon à ne pas raconter n'importe quoi. Vous voyez qu'en France, par exemple, voilà, le nombre de décès a tendance à augmenter tous les ans, c'est normal, du fait juste du vieillissement. Et pour prendre en compte ce vieillissement, il y a un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge, qui permet de comparer ce qui est comparable. Bon, dans le détail, hein, c'est simple. Ici, la population française en 2020 a donné ce nombre de décès ici, mais il n'y avait pas du tout la même population en 2019. Voilà, il y avait les gens étaient plus jeunes. Et en 2018 non plus, etc. Donc ce que je fais, c'est que je prends la population de 2019 et je l'applique à toutes les années du passé, de façon à considérer que j'ai la même population partout pour comparer les vrais nombres de morts. Et voici ce que ça donne quand je fais l'exercice. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, voilà. Je passe au taux de mortalité standardisé et voici pour les 4. C'est-à-dire que quand on standardise les décès, on se rend compte que dans tous les pays d'Europe, l'année 2020 est une année de faible mortalité. La seule raison pour laquelle on la voyait au-dessus, c'est tout simple, c'est surtout et avant tout parce qu'en 2020, il y avait beaucoup plus de personnes âgées en vie que dans les années précédentes. Mais elles ne sont pas décédées plus que d'habitude. Ça, ce n'est pas vrai. En France, les personnes âgées de 2020 sont décédées exactement comme en 2015, où c'était pas une guerre mondiale. En Allemagne, en 2020, on est décédé comme en 2018. En Suède, on est décédé comme en 2015. Et en Norvège, on n'est jamais aussi peu décédé qu'en 2020. C'est-à-dire que en Norvège, l'année 2020, l'année de la grande hécatombe mondiale avec la maladie qui a ravagé l'humanité, eh bien, c'est le record de sous-mortalité jamais enregistré de toute leur histoire. En Allemagne, l'année 2020, c'est la deuxième année la moins mortelle de toute leur histoire. Il n'y a que l'année 2019 qui a fait moins. En Suède ou en France, c'est la 5e année la moins mortelle de toute l'histoire. C'est ça qui se passe. Il ne se passe rien de significatif si on prend un spectre un petit peu plus large et que l'on compare au passé, à plusieurs années du passé. Voilà. Comment est-ce que certains instituts ont réussi à dire que 2020 est exceptionnel? Eh bien, ils se sont amusés, notamment en France, à ne comparer 2020 qu'à 2019, en disant mais regardez, 2020 c'est énorme puisqu'il y en a plus que 2019. Alors certes, il y en a plus, mais comme c'est comme 2015, peut-on dire quelque chose? Là, ils ont rajouté oui, mais regardez, la mortalité baisse chaque année. Alors c'est intéressant, hein, on peut tous faire l'exercice, la mortalité baisse, et puis il y a un moment, la mortalité qui baisse va finir par franchir 0. C'est-à-dire qu'on va considérer que les humains vont devenir immortels, c'est ça qui se passe. Voilà, donc non, j'ai un scoop, hein, les humains ne vont pas devenir immortels, c'est-à-dire que le taux de mortalité par âge, il va pas aller vers 0, ça n'est pas vrai. Et donc tous les modèles des statisticiens malheureux qui s'amusent à prolonger les baisses de décès pour les amener vers 0, même des fois, ils font des choses plus intelligentes. Ils y vont pas tout droit histoire de franchir 0 pour qu'on ressuscite. Ils y vont en courbe, mais ils avancent vers 0 quand même. Ça, ils sont torts complètement. Il y a nulle part, aucun signe qui montre que les humains vont devenir éternels. Ce qui se passe, c'est que ça a baissé tout simplement parce que en même temps, il y avait des générations qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Ici, on a vécu le fait que je ne sais pas si vous savez, mais en 2003, il y a eu un nombre de décès qui a été très important, dû à la canicule 2003 qui est ici, et qui a terminé quasiment toute la génération qui était encore vivante et qui était née entre les deux guerres, après la Première Guerre mondiale. Donc voilà, cette génération n'existait plus après 2003 quasiment. Et non, c'était même avant Première Guerre. C'est avant Première Guerre mondiale. La génération avant Première Guerre mondiale, elle est là, je veux dire. Et donc là, elle est décédée en grande partie avec la canicule, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup moins de décès par la suite. Et donc, il y avait plus de très très anciens. Et les personnes, du coup,
âgés qui arrivaient en retraite étaient des personnes, pour beaucoup, sont arrivées en retraite à 60 piges. Et puis ceux, notamment ceux nés après la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui n'ont jamais connu la guerre, et qui ont fait une carrière et qui sont partis en retraite à 60 ans. Et donc ça, c'est des personnes qui, globalement, étaient en excellente santé. Donc il y avait quasiment plus de candidats aux essais, pas les jeunes, et les nouveaux vieux, on va les appeler, ils décédaient très peu non plus. Ce qui fait qu'on a vu des taux de décès excessivement bas. Mais ça va pas durer, hein. Et ça va pas baisser ad vitam, et on atteint un plateau. Le plateau donc le plateau, un autre calcul que vous connaissez, ça s'appelle l'espérance de vie, hein. Donc l'espérance de vie augmentée du fait qu'on n'avait que des générations ensemble qui mourraient pas pour des raisons diverses. Puis là, ces générations d'avant arrivées aux âges où on décède, et donc on voit l'espérance de vie baisser parce qu'il y a plus de morts. C'est tout, c'est juste un calcul comme ça. Et le plateau constaté de l'espérance de vie, il a déjà été franchi aux États-Unis il y a quelques années, tout simplement parce que les États-Unis, qui ont même baby boomers, mais ils vivent moins longtemps que nous. Donc ils ont déjà atteint leur plateau il y a un moment. Donc on atteint bien des plateaux, hein, on n'avance pas vers l'éternité. L'âge maximal de vie d'un humain, ça doit être autour de 110 ans. Il y a quasiment personne qui franchit ça. Voilà, on peut discuter de Jade Calment. On s'amuse avec les statisticiens à discuter de Jade Calment parce que bon, c'est pas très crédible en termes de probabilité. Mais voilà. Donc je vous conseille d'avoir fait ce qui était important de faire avant 110 ans. De toute façon, il y a personne qui franchit. Et tout le monde décède. Voilà. Et ça a été vraiment le grand oubli de tous les statisticiens qui sont amusés à faire des chiffres. Les humains avançaient vers l'éternité, puis personne n'allait décéder, etc. C'est n'importe quoi complet. Mais bref. Donc voilà, il s'est rien passé du point de vue de la mortalité. Au niveau annuel. En revanche, il s'est passé des choses à certaines périodes. Ah oui, non, si, je vous montre quand même. Ici, j'ai mis une couleur pour tous les pays d'Europe. Vous voyez les couleurs blanches là. Ici, on a la Norvège, le Danemark et l'Islande. C'est des pays pour lesquels l'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Voilà, il n'y a jamais eu aussi peu de morts pour ces trois pays qu'en 2020, année de la grande hécatombe mondiale. L'Allemagne, on en a parlé avec la Finlande. L'Estonie, 2020, c'est la deuxième année la moins mortelle de toute l'histoire. Voilà, donc c'est pareil, une hécatombe mondiale qui est pas visible. Puis pour nous, la France et tous les pays en orange, c'est la cinquième année la moins mortelle de toute notre histoire. Donc voilà, c'est une année normale pour la décennie tout simplement. Et puis en marron, hein, c'est l'année 2020, c'est juste une année haute pour la décennie. C'est tout. Voilà. Donc vous voyez une espèce de hasard statistique avec des fois l'année 2020 c'est une année haute, des fois une année basse. Il se passe absolument rien de cohérent géographiquement sur ce graphique. Voilà. Donc, et surtout pas d'hécatombe. Donc il n'y a pas d'hécatombe nulle part en Europe et c'est quand même 500 millions de personnes. Vous pouvez vous amuser à aller sur Statista et vous allez voir qu'en Chine, par exemple, l'année 2020 est une année de record de sous-mortalité également. C'est intéressant pour la Chine. Mais c'est le cas pour tous les pays où on a des données. En revanche, c'est pas parce que sur l'année il s'est pas passé grand-chose que au sein de l'année il se passe rien. Ici j'ai mis donc encore les mêmes 4 pays et cette fois-ci ce sont les décès toutes les semaines qu'on a depuis 2013. Donc ici en France, en Allemagne, toujours en Suède et en Norvège. Et donc là, vous voyez des choses intéressantes. Vous voyez que en France, j'ai mis les barres jaunes pour le confinement. En France, il y a 2 confinements. Ah oui, du coup, pour ceux qui se demandent, qui disent que tous les pays ont réagi de manière énorme à ce qui s'est passé, bon, vous voyez 3 autres pays qui confinent pas. Hein. Voilà, donc dire que les mesures étaient exceptionnelles avec une hécatombe mondiale et une pandémie mondiale, il n'y a rien de vrai là-dedans. Les pays ont réagi différemment. Quasiment tous les pays ont mis en place des mesures, mais alors le niveau des mesures dans les pays, ça pouvait aller parfois de la simple... il y avait peut-être quelques fermetures de resto, ou alors des fois ils donnaient juste des conseils. Et nous, on a été dans un des pays les pires, vraiment avec des confinements stricts. Faut pas oublier ça. On a l'impression que c'était pareil pour tout le monde. Non, pas du tout. C'est nous qui avons été les pires. Mais bref, donc on voit ici dans le premier confinement, donc on est en mars ici, mars 2020, la France, on a un pays qui confine, et on a un pays qui confine, et on a une belle hausse de décès pile pendant le confinement. Voilà, ce qui a fait dire à tous les experts journalistes, heureusement qu'on a confiné, parce qu'autrement ça aurait été pire. Du coup, on a notre voisin l'Allemagne qui confine pas, et pendant la même période, il se passe absolument rien. Alors ça, c'est assez génial avec les journalistes. Hein. On a des contrefactuels et ils utilisent pas. Voilà, l'Allemagne ne confine pas. Il se passe rien, mais de chez rien. Donc là, on a une conclusion simple. Alors que l'Allemagne, c'est notre voisin qui confine pas, et nous, on est juste à côté et on confine, et c'est nous qui avons des morts. Eh bien, c'est très simple. On a donc un virus du Covid-19 qui aime le pinard et le fromage et qui déteste la saucisse et la choucroute. Voilà, c'est la seule conclusion scientifique qu'on peut apporter à ça. En fait, c'est ce qu'on appelle une aberration géographique, une fois de plus. C'est n'importe quoi de voir ça. En dessous, je vais pas accuser le confinement directement. En dessous, vous avez la Suède qui confine pas, mais qui a une belle hausse de mortalité aussi. Et vous avez la Norvège qui confine pas non plus,
mais il se passe rien du tout sur ce pays. Et alors ça, c'est intéressant parce que on a un rapport parlementaire suédois qui est très clair sur le fait qu'ils ont abandonné leurs vieux. Ils confinaient pas, mais dans les EHPAD, ils les ont laissés crever, voire même ils les ont accompagnés, et on en discutera aussi pour la France derrière. Voilà. Ah oui, je l'ai pas dit, mais ce que vous voyez, les bosses que vous voyez sur ce graphique, c'est tous les hivers. Hein. Tous les hivers, il y a des hausses de décès, c'est normal. Et ça ne choque absolument personne jusqu'ici. Personne ne s'est jamais soucié de se dire qu'il y a quelque chose à faire pour la hausse de mortalité hivernale. Alors si on vaccine les vieux en leur disant que s'ils meurent c'est à cause de la grippe, et d'ailleurs depuis qu'on les vaccine, ah bah tiens non, il y a toujours des hausses de mortalité l'hiver. À la rigueur, il y a juste la Norvège qui visiblement fait partie des pays qui ont vraiment combattu l'escroquerie un chat et nain. Et depuis qu'ils ont arrêté de vacciner contre la grippe, on a l'impression que ça va un peu mieux. Bon, maintenant il y a d'autres vaccins qui sont arrivés, ça. Mais bref, je laisse ça entre parenthèses. Bon, cette escroquerie géographique là, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout. Il y a des pays qui ont des hausses de mortalité pendant cette prétendue première vague et dont certains qui confinent, et d'autres qui n'ont absolument rien. Sur une carte, ça donne ça. Donc j'ai mis en rouge les pays sur lesquels on voit une hausse de mortalité pendant la prétendue première vague, et vous voyez que c'est une minorité. Hein. C'est 9 pays sur 33 en Europe. Et en plus, ils sont placés bizarrement. Enfin, voilà, vous voyez, regardez, il y a la Suède qui est en plein milieu de la Finlande et de la Norvège. Donc, qu'est-ce que c'est que ce virus j'allais dire un virus du pétrole, ça marche pas parce qu'il y a la Norvège qui fait du pétrole aussi. Et le Portugal à côté de l'Espagne, voilà, qui est rescapé aussi. Enfin, c'est du n'importe quoi total d'un point de vue géographique aussi. Et l'Allemagne qui confine pas, qui est au milieu de tous les autres, là où ça va très bien. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que c'est n'importe quoi. Et ça n'a n'importe quoi entre pays, même au sein des pays. Ici, je vous ai présenté, ici c'est le nombre de décès qu'il y a tous les jours dans les départements français. Ici, ce sont les 8 départements d'Île-de-France, donc on voit bien une belle hausse de décès hein, pendant le premier confinement, donc qui est visible en Île-de-France. Et à côté, vous avez Nouvelle-Aquitaine, il y a rien, mais il y a rien du tout. C'est même pas décelable. Voilà, donc en fait, quand on montre le graphique français que je vous ai montré avant, on fait croire que la hausse est sur toute la France, pas du tout. La hausse s'est concentrée sur certains départements, et pas n'importe lesquels. Les voici. Voici les seuls départements français. On voit une hausse de mortalité pendant cette période de premier confinement. Toute l'Île-de-France, alors ça c'est homogène, hein. On a un virus qui aime bien Paris, et c'est un vrai virus touristique. On a le Nord, on a l'Est, et on a le département de Lyon. Alors Lyon, c'est donc Paris, c'est là où il y a les grands ponts, hein, qui savent exactement comment soigner, comment c'est une épidémie, tout ça. C'est une franche réussite. D'ailleurs, plus c'est active et plus il y a des morts. Lyon, c'est un peu leur pendant, hein, d'un autre côté, dans l'autre mégapole. Il y a aussi le Nord qui a donné du sien sur ce volet-là. Et puis ça, c'est avec l'escroquerie racontée là sur les évangélistes qu'on fait paniquer tout le monde. Et du coup, l'Est, ça a été vraiment les premiers à paniquer et à faire n'importe quoi. Donc c'est pas un virus qui ravage, on va voir que c'est du n'importe quoi, et c'est pas du tout logique d'avoir des départements un peu partout comme ça, enfin même pas un peu partout, à certains endroits précis, et une extrême minorité, hein, c'est-à-dire là on est à 14, 13 même, non 14 sur, il y a combien des départements, 95, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, et il va falloir se demander ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé parce que on a quand même compté du fameux Covid-19 partout, et on a raconté une histoire du coup qui n'a aucun rapport avec la réalité. Je vous propose peut-être de passer à une petite séance de questions si vous avez besoin de précision sur cette histoire de décès, ou si j'ai été clair, ou si vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition. Mine, y a-t-il des messages dans le chat? Alors non, du coup, Katia, j'ai pas vu s'il y avait des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions directement? Elles peuvent lever la main, ou s'il y a des précisions à donner de la part de Pierre, ou sur le travail que tu fais, ou si simplement tu enchaînes. Bah écoute, si dans 5 secondes il y a personne qui a levé la main pour poser une question, j'enchaîne. Sinon tu me coupes, Mine. C'est bon pour vous? Il semble, oui. Eh ben j'enchaîne. Très bien, merci. Et du coup, on va passer à la prise en main du comptage. Mais voilà, pour savoir ce qu'on a compté de façon à faire paniquer les gens, eh bien avec du rien ou du pas grand-chose, et même comment on a eu des hausses de mortalité à certains endroits, là où il se passe rigoureusement rien ailleurs.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à compter. Et c'est en commençant à compter ce fameux Covid-19 qu'on lui a donné une existence. Normalement, la statistique, elle naît dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une découverte, on dit que quelque chose existe et on la compte. Et là, c'est l'inverse. On s'est mis à compter du n'importe quoi en l'appelant Covid-19 et c'est ça qui a donné la naissance de l'ensemble de l'histoire Covid-19. C'est un comptage. Et ça, c'est intéressant. Ça se voit, par exemple, ici, vous voyez, vous avez, c'est sur un site qui s'appelle Our World in Data. Vous avez au-dessus ce qu'on appelle les nouveaux cas hein, pour les 4 mêmes pays, France, Allemagne, Norvège. Bon, vous voyez que on compte des cas à partir, on va dire à partir de l'été 2020 à peu près. Eh bien, ça, c'est la fameuse arrivée des tests. On en reparlera. Et puis avec voilà les fameux explosions des cas, ça, on va se marrer. À l'hiver 2021 avec le prétendu variant Omicron, c'est très drôle. Et en dessous, ce sont les décès. Et donc, vous voyez que les décès comptés correspondent pas du tout aux cas. C'est quand même un problème, hein. C'est-à-dire que vous avez pas de cas, mais des décès, et puis ensuite des cas et pas de décès. Et les statistiques font pas ensemble du tout. Donc il y a vraiment un problème entre les deux. Et donc ça veut dire que c'est pas des virus, c'est le comptage qui démarre. C'est-à-dire que le comptage des cas, il a vraiment démarré avec l'explosion des tests, et le comptage des décès, c'est à un autre moment que ça a été compté. Au passage, on est censé être dans le cas d'une maladie qui est censée se fonctionner par transmission. Et alors là, un raisonnement tout bête, hein, c'est-à-dire que quand on a une maladie qui se transmet, on a d'abord, on va dire, un premier malade quelque part. Celui-là, on va considérer qu'il a été mordu, il a été mordu par un pangolin qui a bouffé une chauve-souris. Bref, vous avez votre premier malade et c'est lui qui va contaminer ses proches. Donc, il y a une contamination autour de lui géographiquement, qui se fait de manière assez lente, hein, ce qu'on appelle une exponentielle. Au début, c'est très lent quand il n'y a pas grand monde. Doubler des cas quand il y en a qu'un, puis deux, puis quatre, au début, c'est pas grand-chose. C'est vraiment plus tard hein, que ça augmente plus fort. Donc voilà, il y a vraiment d'abord un premier cas où il y a une contamination sur place avec des gens qui tombent malades les uns les autres. Dans le temps, ça petit à petit. Ensuite, il peut y avoir quelqu'un se déplace plus loin pour démarrer à un nouveau foyer ou même à un autre animal, hein, qui sait, disons un autre foyer. Mais ça veut dire que si on admet ça, on va avoir d'abord des malades quelque part, puis des malades autre part. Et ça va se voir, c'est-à-dire qu'on va avoir des décalages géographiques entre les courbes de malades ou les courbes de décès, si les décès sont bien liés à une maladie qui fonctionne par propagation. Donc vous regardez ces graphiques-là, c'est absolument, voilà, c'est contredit par les graphiques. Tout le monde décède en même temps sur des pays qui sont aussi loin que la France, l'Allemagne, la Norvège, la Suède. Avec Euseb dans le livre, on s'est amusé à calculer les probabilités qu'il y aurait pour que la France et la Suède aient moins de 3 semaines de décalage entre leurs deux pics. Ce serait, je sais plus, on a calculé moins d'1 sur 1000, et il n'y a pas 3 semaines de décalage entre les pics, entre la France et la Suède, il y a quelques jours. Donc c'est impossible. C'est-à-dire que même ces courbes qui sont en ligne, hein, qui disent voilà les décès et les cas du Covid-19, prouvent qu'en fait l'histoire racontée est complètement fausse, qu'on est en train de compter du n'importe quoi et pas du tout une maladie qui fonctionne par transmission, c'est complètement faux. Ça aussi, c'est un message qui est pas facile à faire passer, même auprès des chercheurs qui s'amusent à vouloir faire des statistiques ou des recherches avec ces statistiques-là, parce que tout est bidon. Enfin, ça se voit, ça n'est pas possible. C'est juste mathématiquement pas possible. On compte du n'importe quoi, mais on le compte. Et on le compte pourquoi ? Il faut savoir que quand vous vous rendez à l'hôpital, la première chose que fait un hôpital, c'est surtout pas de vous soigner, hein, ça c'est assez secondaire. La première chose que fait un hôpital, c'est de vous enregistrer. C'est vraiment le plus important. Parce que l'hôpital va être remboursé en fonction de la manière dont vous serez enregistré. En fait, la personne qui vous enregistre est censée enregistrer dans le logiciel un diagnostic principal et des diagnostics secondaires. Ce diagnostic principal et ces diagnostics secondaires, ils vont ensuite passer dans un algorithme pour calculer ce qu'on appelle un groupement homogène de malades, et c'est ce groupement homogène de malades qui va donner un prix. Bon, et donc le jeu de l'hôpital, c'est de choisir quel diagnostic vous mettre en priorité, de façon à vous mettre dans le bon groupe homogène de malades pour être remboursé le plus possible. Si vous venez à l'hôpital pour vous faire soigner votre cancer, hein, vous allez faire gagner 1500 balles à l'hôpital, mais bon, si on vous fait un petit test pour trouver sur vous un petit staphylocoque, vous en avez partout sur la peau et qu'on en trouve un, on vous donne 3 granules d'antibiotiques pour rigoler, mais surtout on fait passer la prestation à 5000 balles.
Donc ça, c'est très intéressant. Vous changez de catégorie, vous êtes en maladie infectieuse. Donc c'est très très important le codage. Et il se trouve que le codage, le diagnostic principal est codifié, hein, ça fait partie d'une nomenclature qui s'appelle la codification internationale des maladies. En 2020, c'était encore la CIM-10, on est passé à la 11. Et cette CIM-10, c'est l'OMS qui décide de ça. Donc c'est l'OMS qui donne le nom de toutes les maladies, si vous voulez, qui seront enregistrées, de tous les symptômes, et donc qui fait appuyer le bouton et sur tout ce qui va être compté. C'est un pouvoir qui est énorme, qui détient toutes les statistiques, si vous voulez. C'est elle qui décide comment va être compté. Et il se trouve que c'est l'OMS qui a dit en 2020, eh bien, dû à la pandémie de Covid-19, on va mettre un nouveau code dans la CIM-10. Et donc a demandé à tous les hôpitaux de rajouter un petit code et de bien vouloir être gentil et d'enregistrer les malades Covid-19 dans la base de données. Ils ont même dit qu'il y aurait deux codes. Il y aurait un code Covid-19 virus identifié et un code Covid-19 virus non identifié, pour lesquels on ne saurait pas vraiment. Mais ils disent, préciser, on n'autorise pas utilisation de Covid-19 virus non identifié. Hein. Tout le monde qui vient à l'hôpital, c'est du Covid-19 virus identifié. Donc à partir du mois de février 2020 et surtout en mars, à partir de mars, on voit exploser le nombre de codes de personnes enregistrées Covid-19 à l'hôpital. Ce qui n'est pas la preuve du tout qu'un nouveau virus arrive, ce qui est la preuve qu'un nouveau codage est arrivé et qu'on va commencer à l'utiliser. Et si on va dans le détail sur Scan Santé, on peut regarder tous les résultats qu'il y a eu sur l'année 2019, 2020, 2021, pour par exemple toutes les maladies respiratoires. Et le code Covid-19, il fait rentrer dans ce GHM-là. Enfin, les cas jaunes sont possibles, mais c'est surtout cela. Infection et inflammation respiratoire. Et alors ça, c'est incroyable, puisque vous voyez là qu'à partir de 2020, on a explosé à l'hôpital le nombre d'infections et inflammations respiratoires. Plus 400%, plus 500% en 2020 et en 2021 par rapport à 2019. Avant, il y en avait 50 000 par an, et maintenant 266 000 en 2020 et 310 000 en 2021. Mais alors, ce Covid-19, c'est un virus qui est fabuleux. Parce que si on regarde les autres codes, en fait, il a fait disparaître les bronchites et l'asthme, les pneumonies, les pleurésies, les bronchopneumopathies, les œdèmes pulmonaires, la détresse respiratoire, les maladies pulmonaires interstitielles, tous les autres diagnostics, les bronchiolites, les tuberculoses, les bronchopneumopathies chroniques surinfectées et les grippes. Toutes ces maladies ont mystérieusement disparu de l'hôpital depuis qu'il existe du Covid-19. Alors les grippes, c'est fabuleux. Hein. Vous voyez, 3 000 à l'hôpital, alors qu'avant c'était 30 à 35 000 par an. C'est fabuleux en 2021. Donc voilà. Tout ce qui se passe, ce n'est pas une disparition des autres maladies, mais une disparition du comptage. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que toutes ces maladies-là, qui étaient auparavant enregistrées à l'hôpital, quand les malades arrivaient, sont désormais toutes réunies sur la bannière du Covid-19. Ce qu'on appelle Covid-19, c'est la somme, quasiment la somme, de toutes les pathologies respiratoires et même les chroniques. Même les bronchites, l'asthme par exemple qui est chronique, même les bronchopneumopathies chroniques sont devenus du Covid-19. C'est complètement fou. Donc c'est juste ça qu'on appelle Covid-19. C'est un transfert de codage. Et au final, il y a très peu de variations de maladies respiratoires depuis 2019. Il y en a un petit peu plus, mais encore une fois, il faudrait creuser le codage pour compter le nombre de personnes qui arrivent pour des cancers, des suivis de cancer et qui sont désormais dans la case Covid-19, tout simplement parce que ça rapporte beaucoup plus et que c'est ce qu'on demande de faire. Donc il se passe juste ça. C'est ça qui fait le gros des troupes de ce qu'on appelle Covid-19. Il se passe rien d'autre. Donc ça concerne l'hôpital, ça concerne aussi le réseau Sentinelle. Le réseau Sentinelle, c'est le réseau de médecins qui remonte les différents cas de maladies de façon à pouvoir faire des comptages et faire du suivi épidémique. Donc c'est pas tous les médecins, je sais plus combien, il y en a 2000 en France peut-être dès qu'ils font partie du réseau Sentinelle. Et donc voilà, ils comptent. Et jusqu'ici, ils comptaient des grippes. Ça nous permettait de suivre les évolutions des grippes dans le temps et donc de l'incidence qu'on disait, l'incidence grippale chaque année. Et il s'est passé quelque chose en mars 2020. Il dit, suite à l'émergence du SARS-CoV-2, tiens, intéressant, eh bien, la surveillance sentinelle a évolué. Maintenant, on compte plus des grippes. Ça fait 30 ans qu'on dit aux médecins de compter des grippes. On dit, non, maintenant, vous appelez plus à des grippes. On appelle ça maintenant des infections respiratoires aiguës. Et ces infections respiratoires aiguës, vous les déclarez, et ensuite, c'est pas vous. Ça remonte au central, et c'est le central qui décidera si ça rentre dans la case Covid-19 ou dans la case grippe. Alors c'est intéressant, parce que voici ce qu'on trouve sur les taux d'incidence depuis 30 ans.
Donc vous voyez, depuis 30 ans, tous les hivers, il y a une belle incidence de grippe. Hein. On a même atteint, c'était dans les années 90, là, 1700 cas de grippe par semaine pour 100 000 habitants partout en France. Donc voilà, ça, vraiment, la grippe tous les hivers, vous la voyez. Ça se voit très très bien. Et puis, on arrive vers 2020, et là, nouveau codage, et pouf, regardez, la grippe a disparu. C'est fabuleux. Voilà, on met en place le nouveau codage, et Covid-19, ça fait qu'il n'y a plus de grippe. C'est un peu gros. Ça revient en 2021, et ça, c'est intéressant. Faut se mettre dans la peau des vaccinateurs. Hein. Donc ici, là, en 2020, vous avez le vaccinateur qui vaccine le petit papy qui vient le voir. Et puis le petit papy, il a beau être vacciné, l'hiver, il a de la fièvre, il tousse, il est pas bien. Et donc le médecin qui l'a vacciné, bah oui, ça c'est facile, puisqu'on l'a vacciné contre la grippe, la maladie qui circule c'est le Covid-19, du coup, bon bah voilà, si tu tousses et que t'as de la fièvre et que t'es pas bien, c'est un Covid-19. Bon, du coup il y a plus de grippe. Sauf que l'hiver suivant, en 2021, le petit papy il a été vacciné contre le Covid-19. Donc il va voir son médecin, et puis il tousse, il a la fièvre, il est pas bien, c'est l'hiver. Le médecin il est un peu emmerdé parce qu'il l'a vacciné contre le Covid-19 et du coup puisque tu es vacciné contre le Covid-19, c'est la grippe. Et voilà, le retour de la grippe une fois qu'on vaccine contre le Covid-19. La vaccination ça marche, voilà, c'est tout simple. On a juste à compter comme ça. Et vous allez voir que c'est vrai tout le temps. Donc bon, vous avez vu que tout ce qu'on a compté comme Covid-19, c'est du comptage. À l'hôpital ou même chez les réseaux sentinelles, il n'y a rien qui va. Donc ça ne peut pas expliquer correctement ce qu'on est en train de vivre en France. Et notamment, pourquoi est-ce que dans certains endroits, on a eu des décès. On a eu des décès pendant un premier confinement. Et donc, moi, je n'ai pas fait comme on fait, c'est-à-dire les instituts statistiques qui ont dit regardez, il y a une bosse de décès, c'est Covid, et on n'en parle plus. Ils ont même titré ça, alors qu'ils n'ont aucune donnée pour le dire. Je me suis posé la question de quoi sont bien pu mourir les gens. Et donc l'INSEE nous dit où sont décédés les gens, soit à domicile, soit dans les EHPAD et soit à l'hôpital. Donc ici, ce sont les décès quotidiens, donc tous les jours en France, qu'il y a à domicile. Donc vous voyez là, il décède à peu près 450 personnes tous les jours en France, mais il y a une belle bosse pendant le premier confinement ici. Et puis après, il y a d'autres bosses ensuite, on en reparlera. Et donc cette bosse-là, quand même, ça nous dit, c'est des gens qui n'ont jamais été identifiés Covid. Hein. Si jamais ils avaient été identifiés Covid, ils auraient été envoyés à l'hôpital par leur médecin. Donc ils auraient été dans les statistiques Covid. Donc, ils ne sont pas dans les statistiques Covid du tout. C'est des gens décédés chez eux. Ça n'empêche pas que derrière, sur les certificats de décès, parmi ces gens-là, il y en a qui ont été déclarés Covid. Hein. Donc, c'est-à-dire des gens décédés à domicile. Donc, ça fait 2 jours que papy il est mort dans son salon. On a le médecin qui rentre, qui découvre le cadavre, et il va inscrire Covid sur l'état civil, hein, c'est-à-dire sur le certificat de décès, pardon. Donc, dans les statistiques, vous trouvez des Covid. Ça ne veut pas dire du tout que papy est mort du Covid. Ça veut juste dire qu'il y a un médecin qui l'a inscrit sur le certificat de décès parce qu'il est persuadé qu'il y a le Covid qui tue. Et bref. Donc, c'est des gens qui sinon n'ont jamais été déclarés Covid d'aucune sorte. Et mis à part post-mortem. Hein. Il fallait bien faire des stats. Et il y en a 5200 en trop. Mais il se trouve qu'il y a un rapport de Santé publique France qui a dit, qui est sorti le 7 mai, et qui a dit, tiens, c'est bizarre, on a dit aux gens de ne pas aller voir de médecin, de ne pas encombrer les hôpitaux non plus, et ces cons-là, ils l'ont fait. Tellement qu'en fait, on a vu très peu de monde aux urgences cardiaques et AVC. Pile pendant cette période-là, il manquait 300 personnes aux urgences cardiaques et 300 personnes aux urgences AVC toutes les semaines à l'hôpital. Donc soit vous avez un virus qui est parfaitement invisible dans beaucoup d'endroits, mais qui miraculeusement bien guérit les AVC et les crises cardiaques, ou soit les gens font des AVC et des crises cardiaques comme d'habitude, et c'est juste qu'on les a pas soignées, et dans ces cas-là, elles sont décédées. Et donc, surmortalité de 5200 personnes, AVC infarctus non soigné, selon Santé publique France, c'est 4800 sur la période. Selon la TIH, c'est même 6000. Mais donc, c'est très facile d'expliquer pourquoi on a trop de morts sur cette période-là. C'est juste qu'on soigne pas les gens, et c'est tout. Donc oui, quand on soigne pas les gens, ils ont tendance à mourir. Ça, c'est très très clair. Donc, c'est tout ce qui se passe à domicile. Ici, ce sont dans les EHPAD. Allô? Dans les EHPAD, il décède à peu près 250 personnes tous les jours. Et là, j'ai mis 2 couleurs parce qu'en fait, on a des statistiques de personnes enregistrées Covid-19 dans les EHPAD. Il y a eu des enregistrements qui ont été faits. Et donc, en bleu, ce sont les décès hors Covid. Et excuse-moi, Pierre. Oui. Jérôme, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Comme vous étiez au téléphone, du coup, ça interfère à la conférence.
Merci. C'est Très bon, Pierre, bien. tu peux reprendre. Ok, donc j'ai mis en bleu celles qui sont les personnes âgées qui sont décédées et qui sont pas comptées Covid, et en orange celles qui sont comptées Covid. Et donc ça c'est intéressant parce que dès que le comptage est autorisé du Covid, eh bien il y a quasiment plus aucune personne dans les EHPAD qui est déclarée ne pas décéder du Covid. Tout le monde est mis en décès Covid, c'est incroyable. Et donc c'est complètement absurde, hein. Vous avez vu qu'il n'y a pas de surmortalité quasiment nulle part, mais tout le monde est enregistré Covid, tout simplement parce que ça rapporte. Donc ça, c'est vraiment une statistique qui est complètement folle. Ils sont tellement pas fiers, Santé publique France, de ces statistiques-là, qu'ils ont caché les chiffres. Maintenant, ils sont plus accessibles. Il faut aller dans les archives du web pour les retrouver. C'est pas si simple, mais voilà, tellement ça met en lumière l'escroquerie. On peut quand même se demander pourquoi est-ce que il y a cette surmortalité-là, la somme des deux est en blanc, c'est pas très visible, mais bref. Donc il y a vraiment 5000 personnes en trop. Et donc je rappelle que la doctrine qui a été mise en place à cette époque-là, c'était de dire qu'il y avait une maladie mortelle qui circulait, qui était insoignable, il n'y avait pas de traitement, et que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de mettre les personnes âgées sous palliatif. D'ailleurs, j'ai appris que même le 15 mars 2020, les accompagnants palliatifs, les associations d'accompagnants palliatifs n'ont plus le droit de suivre les patients. Donc c'est intéressant, toutes les dates concordent. À partir du 23 mars, il y a la doctrine qui sort avec le décret de gestion de la santé publique. Et puis, donc, le palliatif utilisé normalement, c'est du midazolam, sauf qu'il y a une pénurie mondiale parce que les Canadiens, les Anglais et les Américains font exactement la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils piquent tout le monde au midazolam, leurs petits vieux, ce qui fait qu'il y a une pénurie mondiale. Et donc, le 28 mars en catastrophe, il y a un décret qui sort qui s'appelle le décret Rivotril, et qui permet d'utiliser du Rivotril pour accompagner vers le décès une personne âgée qui serait soupçonnée Covid-19. Donc avant, on avait des personnes âgées ici, là, avant, on a des personnes âgées qui toussent, qui sont malades comme d'habitude, mais on a juste un médecin qui intervient et qui donne des granules, ou pas d'ailleurs, il fait ce qu'il veut, mais bref, il intervient sur la personne âgée qui tousse de façon à la soigner, et à partir de cette date, on a un protocole qui dit, bah non, les personnes âgées qui toussent, elles sont pas soignables, et tout ce qu'on vous pouvez faire, c'est leur filer du palliatif, de façon à les accompagner vers le décès. Et on constate que quand on prend cette décision, il y a plus de morts. Et on peut compter les bénéficiaires du Rivotril parce que le Rivotril, il est vendu par les pharmacies et qu'on a toutes les statistiques et qu'on peut calculer assez facilement qu'il y a 5000 bénéficiaires du Rivotril sur cette période-là, du fait du nombre de boîtes vendues qu'il y a eu en plus d'habitude, pour une surmortalité de 5000. C'est-à-dire que voilà, pendant cette période de confinement, il n'y a pas d'autres morts que juste l'abandon qu'on a fait des personnes âgées à dire de toute façon elles sont condamnées, donc on ne les soigne pas, on n'essaye même pas, on les passe en palliatif direct. Je précise que c'est du médicament palliatif, mais ce n'est pas du protocole palliatif du tout. Palliatif, c'est une décision collégiale et interdisciplinaire, c'est-à-dire que normalement, il y a plusieurs médecins qui se réunissent pour juger de l'état de santé d'un patient, qui décident ensemble que le patient n'est pas sauvable et surtout qu'ils ne peuvent pas améliorer son état. Et dans ces cas-là, ils proposent un accompagnement palliatif avec des médicaments et des personnes qui vont l'accompagner. Là, c'est pas ce qui s'est passé. On a un témoignage d'Olivier Winou, qui est un syndicaliste et qui a témoigné sous serment, donc devant le Parlement, qui a expliqué que la PHP, donc à Paris, ils ont mis en place des groupes d'intervention rapide, alors qu'ils étaient censés être sous l'eau, paraît-il, du fait de la pandémie. Groupe d'intervention rapide qui, sur la base d'un simple coup de fil, se déplaçait rapido dans les EHPAD, faisait la double piqûre de Rivotril qui va bien et repartait. Et donc ça, c'est pas du palliatif. Chacun peut mettre le mot qu'il veut pour décrire ce que c'était, mais ce n'est pas du palliatif. Et c'est très facile d'expliquer pourquoi il y avait trop de morts sur la période, et ça n'a rien à voir avec un virus. Et puis enfin, l'hôpital. À l'hôpital, peu de gens le savent, mais c'est le premier lieu de décès. C'est l'endroit en France où on décède le plus, c'est l'hôpital. Pour deux raisons. La première, c'est parce que l'hôpital, c'est rarement un lieu de vacances. On n'y va pas pour passer un séjour sympa. On y va plutôt quand on va pas bien. Et donc, l'hôpital essaye de nous réchapper. Première explication. Et la deuxième, quasiment toutes les personnes âgées dans les EHPAD et autres, quand elles sont en fin de vie et que ça va pas, elles passent par la case hôpital. Et donc, c'est plutôt ça, le fait que la majorité des gens qui décèdent à l'hôpital, ça veut plutôt dire qu'on est bien pris en charge dans notre pays. Et en l'occurrence, d'ailleurs, ce taux de décès à l'hôpital en 2020, il a baissé. C'est-à-dire que 2020, c'est tellement l'année où on a le moins soigné de gens, c'est aussi une année où le nombre de personnes décédées à l'hôpital a diminué. La part des personnes qui décèdent à l'hôpital a diminué, ce qui prouve qu'en fait, on a juste laissé tomber les gens.
Donc il décède quasiment 1000 personnes tous les jours à l'hôpital. Vous avez en bleu les hors Covid et les oranges les Covid. Et on voit que dès qu'on commence à enregistrer du Covid, c'est la même chose. Le nombre de décès hors Covid s'effondre parce qu'on est en train de foutre tout le monde dans la case Covid. C'est tout ce qui se passe. Il y a un petit peu plus de décès que d'habitude, qui est la petite bosse, la blanche, qui correspond à une surmortalité de 7-8 personnes. C'est-à-dire 7 jours d'activité hospitalière, c'est pas énorme. Mais si on se demande ce que c'est, il y a un rapport qui est public sur Internet qui a été écrit par Cauchemès-Fontanet, un deux membres du conseil scientifique, bon, qui est une escroquerie puisque c'était pour vanter les mérites du confinement et ils ont fait un modèle absolument pourri. C'est Vincent Pavan quand on parle très bien. Mais dedans, on a les statistiques des morts qui sont morts en quelques jours pendant cette période-là, estampillés Covid. Et on voit que voilà, il y a 17% des gens estampillés Covid qui arrivent à l'hôpital et qui décèdent le jour même. Ça fait 3000. Et il y en a 6000 qui décèdent dans les 3 jours. Et si je compte encore plus de 4-5 jours, c'est encore plus. On est censé être en train de parler du Covid, qu'on a présenté comme une maladie où on tombait malade et puis ça s'aggravait et on décédait en 4 semaines. Donc c'est pas normal du tout pour une maladie comme ça d'arriver à l'hôpital et de mourir jour 1. On arrive à l'hôpital, pof, on meurt. Ou même on meurt dans les 3 jours. Voilà, c'est tellement aberrant comme statistique que Cauchemès-Fontanet, ils ont fait un modèle de Covid fulgurant, où on meurt en 24 heures. C'est complètement bidon, évidemment. Ce qui se passe, c'est que les consignes, c'était quand on tousse et que ça va pas bien, on reste chez soi, on prend du Doliprane, on soigne pas, on voit pas de médecin. Et puis il y a que quand on peut plus respirer qu'on appelle le 15. Si on peut plus respirer quand on appelle le 15, fatalement, ça fait des gens qui arrivent à l'hôpital trop tard. Première explication. Deuxième explication, le protocole, je le rappelle, à l'hôpital, c'était d'intuber les gens, c'était de les mettre sous coma artificiel et sous intubation. Et si on le fait à n'importe qui, enfin, les médecins s'accordent pour dire que ça tue à peu près 50% des gens. Donc tout simplement, avant on fait pas ça, et à partir du moment où on intube tout le monde, et ben on a trop de morts parce que c'est un effet iatrogène. On est persuadé qu'il n'y a pas de traitement, du coup on intube et ça tue les gens. Deuxième explication. Troisième explication, j'ai aucune idée du nombre de personnes à l'hôpital qui ont obtenu du soin palliatif, à la place du soin, enfin du soin palliatif, pas du soin, mais qui ont obtenu une double piqûre de palliatif en lieu et place de se faire soigner, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y en a autant qui meurent jour 1. Et on n'a aucune statistique parce qu'on ne connaît pas les médicaments utilisés à l'hôpital. On le sait pour les EHPAD, c'est tout. Voilà. Donc en fait, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles il y a eu trop de morts sur cette période-là. Ça n'a rien à voir avec un virus d'aucune sorte. C'est pour ça qu'il n'y a rien de logique. C'est pour ça qu'il n'y a que quelques territoires où ça merde. Les territoires où il y a les grands pontes parisiens qui, à la fois, promeuvent le palliatif à tout va ou bien l'intubation à tout va, il y a trop de morts chez eux et il n'y a pas de morts ailleurs. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a des morts et c'est pas du tout avec un virus qui choisit ses territoires. Est-ce que vous avez des questions avant que nous passions aux moteurs de la fraude qui ont été les tests et qui ont permis de faire du n'importe quoi? On a terminé la partie où je montre qu'en fait, il ne s'est rien passé de l'histoire qui a été racontée sur le virus tueur. C'est pas ça qui s'est passé. Non, je pense que tu peux continuer là, Pierre. Très J'ai bien. une question. Ah, j'ai une question. Ouais. Stéphanie, oui. Tout à l'heure, Pierre, tu disais que quand le médecin arrive à domicile chez la personne malade, il va avoir tendance à tout de suite estampiller le malade Covid-19, même s'il n'y a pas ça. En fait, est-ce qu'ils avaient un intérêt financier? Tu parles quand c'est un médecin qui écrit sur le certificat de décès. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas forcément d'intérêt financier, mais il y a tout un tas de médecins qui étaient persuadés qu'il y avait une pandémie. Et pas que des médecins. Je peux même parler de statisticiens qui voyaient les courbes de décès, mais c'est public. Vous allez sur le site de l'INSEE, c'est écrit partout que les courbes de décès, c'est le Covid, c'est le Covid. Vous avez même l'INSERM qui a sorti un papier en utilisant les certificats de décès qui pourtant est censé voir qu'il y a des incohérences qui sont massives et qui met c'est le Covid. C'est-à-dire que tout le monde joue à ça et tout le monde s'auto-persuade que c'est le Covid, c'est le Covid. Donc même sans intérêt financier à déclarer du Covid, ça se voyait partout. Il y a des endroits où il y avait des intérêts financiers, mais pas forcément, notamment à l'hôpital, déclarer du Covid, tout coup de choses, fatalement, oui, c'était mieux remboursé. Il y avait ça, mais sinon, il y a même pas besoin, tellement tout le monde, j'ai envie de dire, est sous hypnose, quoi. Il n'y a pas moyen de voir autre chose. Merci. J'aurais une question aussi. Oui. Oui, bonjour Pierre, merci d'être Bonjour. là. Désolé pour le coup de téléphone tout à l'heure. Moi, j'aurais plusieurs questions à te poser. En fait, par rapport aux deux premiers chapitres que tu viens de faire,
on remarque une chose, c'est que on arrête de nous dire maintenant qu'il y a eu tant de morts qui sont morts du Covid. Je crois qu'ils sont montés jusqu'à 180 000, 100, enfin, chiffre. Et puis, d'un coup, plus personne n'a rien dit. Effectivement, à la lumière de ce que tu dis, on comprend bien que ben, ils ont un peu raconté n'importe quoi et que maintenant, ils veulent plus y revenir. Alors, il y a des gens qui disent que les véritables morts du Covid auraient été entre 30, 35, 45 000. Enfin, on entend ces chiffres dans les milieux, disons, un peu résistants, un peu introduits. Je voudrais savoir d'abord deux questions là-dessus. C'est est-ce qu'il est tu serais capable, toi, en tant que statisticien, par rapport aux chiffres que tu as et que ces chiffres sont faux, entre guillemets, est-ce que tu serais capable de nous dire, il y a eu, en considérant que le Covid est fini, il y a eu tant de morts du Covid. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas possible en comptant ou alors un ordre de grandeur est-ce que tu peux nous le dire et si tu peux nous le dire même en comptant les fausses grippes sentinelles et des choses comme ça est-ce que tu aurais toi une idée d'un chiffre qu'on peut dire sans raconter de bêtises? Merci. Eh bien, vu ce que je vous ai présenté là à tous ce soir, j'en suis arrivé à la conclusion. En fait, ce que font les statisticiens qui disent oui, c'était pas 100 000, c'était 30 000, c'est qu'en fait, ils regardent les gens estampillés Covid au moment du décès et ils retirent ce qui est dû à leur état de santé général. Voilà, quand vous avez une personne de 95 ans obèse et atteinte d'un cancer, c'est irraisonnable de dire de mettre Covid sur certificat de décès, même si ça fait un joli comptage. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça, et je prends la problématique inverse. C'est-à-dire, s'il y a vraiment une nouvelle maladie qui tue des gens, alors il y a plus de morts que d'habitude. C'est ce qu'on fait en statistique. En statistique, on compte le surplus de décès par rapport à l'habitude et ce que je viens de vous faire. Je vous l'ai fait à l'hôpital, je vous l'ai fait dans les EHPAD et je vous l'ai fait à domicile. Et c'est ce surplus que les statisticiens, qui sont persuadés que toute hausse de mortalité est forcément du Covid, vont rapprocher aux morts Covid et vont dire voici la surmortalité Covid. Je viens de vous montrer que toute cette surmortalité n'est absolument pas due du tout en aucune sorte à aucun virus, mais bien aux mesures qui ont été mises en place. Et donc, d'un point de vue statistique, le nombre de morts Covid, c'est 0. Je vais être très clair là-dessus. Je ne vois nulle part dans le monde où on a des comptages où l'on pourrait affirmer qu'une maladie a tué des gens en plus que d'habitude. En France, s'il y a plus de morts que d'habitude, c'est uniquement à cause des mesures qui sont mises en place et je le prouve. Donc combien y a-t-il de vraies morts du Covid? La réponse est 0, statistiquement. Je ne sais pas si c'est la réponse à laquelle tu t'attendais, mais j'y vais jusqu'au bout et je vais l'affirmer. Pardon? Oui, excuse-moi, pourquoi tu dis statistiquement? Parce que moi, je ne suis pas microbiologiste pour savoir de quoi sont si les virus ont un impact sur la santé, à quoi ça ressemble, ou même rentrer dans le débat, peut-on vraiment les isoler et purifier? J'invite chacun à s'intéresser à cette question, d'ailleurs, c'est intéressant. Et surtout, est-ce que ce que l'on mesure comme étant du virus en faisant des RT-PCR chez les gens, est-ce qu'on est vraiment en train de mesurer un pathogène ou est-ce qu'on est en train de mesurer autre chose? Par exemple, la réponse du corps à quelque chose qui arrive. Bref, je donne l'exemple qui est souvent donné, c'est quand on voit plein de casques, c'est souvent qu'il y a la guerre, mais c'est pas c'est pas les casques qui déclenchent la guerre. Bon, la même chose, quand on mesure du virus chez les gens, donc des petits bouts d'ARN qui se baladent en plus grand nombre que d'habitude, est-ce que vraiment c'est lui l'ennemi ou est-ce qu'on est en train de mesurer quelque chose qui a lieu après? Bon, tout ça, c'est des questions qui sont fort intéressantes, qui ont trait du coup à ce qui se passe sur chaque personne. Moi, je fais du comptage statistique. Je compte des décès totaux, des hospitalisations totales. Je peux regarder leur répartition dans le monde. Je regarde où les décès arrivent et à quel moment. C'est d'ailleurs comme ça que je sais qu'il n'y a absolument aucune trace de propagation épidémique nulle part.
sur aucune statistique, ça n'est pas vrai. Et donc, statistiquement, je garde le terme statistiquement, il n'y a absolument aucune surmortalité nulle part qu'on puisse attribuer à un quelconque virus. Les gens sont morts d'autres choses, notamment parce qu'on les a abandonnés de multiples manières. Et donc, vraiment, la cause, dire que vraiment c'est le Covid-19, qu'il existe ou pas, mais qui serait vraiment la cause de décès, j'en vois pas trace. Donc on peut me dire, j'ai les médecins qui me disent mais tu te rends pas compte, j'ai vu des cas exceptionnels de gens qui sont morts avec des pathologies machin. Je veux bien que c'est peut-être des gens qui ont vu des trucs bizarres. Et je peux pas, les cas particuliers, c'est pas mon sujet, mais mon cas, moi, ce que j'étudie, c'est la statistique. Les statistiques me disent, on ne voit pas de traces de propagation d'un quelconque virus qui aurait fait quelque chose. On voit la trace très très nette de mesures qui ont été extrêmement délétères et qui ont tué des gens, et c'est tout. Et donc voilà, il faut, mais pour ça, il faut vraiment faire tomber les masques de manière définitive et cesser de raconter qu'il s'est passé quelque chose de visible dans la population. Ça n'est pas vrai. Il ne s'est absolument rien passé en termes sanitaires. Ce qui s'est passé de termes sanitaires, ce sont juste des mesures qui ont été profondément délétères. C'est juste ça. Il y a de vifs débats sur le sujet. Hein. Et moi, je suis très ferme et je bougerai pas d'un iota parce que les statistiques sont là. D'accord. Juste je veux pas te tenir le crash fort, juste une autre toute petite question. Est-ce qu'il y a des vérifications? Est-ce qu'il y a des vérifications sur la saisie des chiffres? Par exemple, le CPDC? CPDC, oui. Donc, un médecin constate un décès, donc il coche une case. Si jamais c'est du Covid, il a peut-être 25 ou 50 euros de plus. Enfin, il y a eu des choses comme ça qu'on raconte. Est-ce que ces gens, je dis pas qui racontent des bêtises, mais est-ce qu'il y a quand on prend ces chiffres pour les rentrer dans les statistiques nationales, au niveau de l'INSEE ou ailleurs, est-ce qu'il y a une vérification qui est faite? Est-ce qu'il y a des gens qui se pensent sur les chiffres en disant mais là c'est complètement aberrant, on sort complètement du cadre, ce que les toubibs nous racontent c'est pas bon, ou est-ce que les gens emmagasinent les chiffres et puis on y va et on se fout de savoir si c'est réaliste ou pas. Tout dépend de la personne qui va le faire. L'étude du CPDC qui a publié son rapport pour 2020 a titré Covid-19 troisième cause de mortalité. Premier début, ça c'est de façon à faire du putaclic que tous les journaux ont repris. Ensuite il y a virgule quand toutes les autres causes baissent. Et donc ça doit faire tilt à tout le monde. Ce qu'on appelle Covid-19, ce sont juste les morts d'habitude qu'on est en train d'attribuer au Covid-19 et c'est tout. C'est écrit, ils l'écrivent noir sur blanc et ils sont même pas capables de le voir. C'est-à-dire qu'on est quand même en face de gens qui sont tellement obnubilés par cette histoire de crise Covid-19 que même quand ils ont les statistiques sur les yeux qui devraient leur dire ah bah oui tiens c'est bizarre j'ai plus de cancer, j'ai plus de crise cardiaque, j'ai plus d'AVC, mais j'ai plein de Covid-19, eh bien ils vont essayer de trouver des espèces de trucs, de raisons. Ah oui mais c'est parce qu'il est mort du Covid. Ceux-là ils sont morts du Covid-19 alors qu'ils seraient morts d'infarctus, mais c'est complètement con. On a des gens qui sont décédés qui auparavant étaient inscrits dans une case qui ne le sont plus parce que tout le monde remplit dans la case Covid-19. C'est tout. Oui, en fait, ce qui est fou, ce qui est complètement fou avec tout ce que je vous raconte, c'est sur la base de choses qui sont publiques, c'est-à-dire qui sont au nez à la barbe de tout le monde, et il y a personne qui les voit. Il y a surtout personne qui veut les voir. Et ils sont, voilà, et même les chercheurs qui font ça, qui vont passer des semaines à étudier des chiffres et tout ça, ils sont incapables de voir ce qu'ils ont sous les yeux tellement ils sont obnubilés par cette histoire à raconter. Moi, ça m'atterre. Des fois, ça me fait éclater de rire. Ce que je me dis, mais c'est complètement fou, quoi. Ils sont pas, c'est pas des andouilles. Enfin, c'est quand même des gens qui ont un bagage scientifique, qui ont fait des études, tout ça. Et voilà, ils voient pas l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. C'est complètement dingue. Je sais pas quoi te dire de plus. Non, merci. Non, mais c'est atterrant, mais bon, voilà. Je vais raconter une anecdote, juste pour que vous compreniez que moi je ne crois pas du tout que cette débilité soit pilotée d'en haut. Bon, voilà, il se trouve que j'étais une restitution d'une étude de l'INSEE en off qui a eu lieu pour expliquer voilà la grande hécatombe qu'il y a eu en 2020 avec la hausse de mortalité machin. Donc il y a une chef qui présente l'étude et puis il y a quelqu'un dans la salle qui lève sa petite main à la fin et qui dit tiens c'est bizarre
pourquoi est-ce que cette année, on a comparé 2020 que à 2019? On fait pas ça d'habitude. Si 2019 c'est une année exceptionnelle, voilà, on va annoncer des hausses de mortalité qu'il n'y a pas. Il faudrait prendre du recul, se comparer à plusieurs années pour savoir si s'est passé quelque chose. Pourquoi on a fait ça cette fois-ci? C'est pas très scientifique. Et la réponse de la chef qui était là sur place, c'était de dire ah bah oui, on a bien pensé à comparer aux autres années, mais on s'est rendu compte que si on le faisait, on voyait plus rien. Et quand même, il y a une pandémie mortelle qui ravage l'humanité. Il fallait quand même montrer quelque chose. Donc voilà. Et puis il y en a une autre qui a renchéri, qui a dit nous on était en Pays de la Loire. Bah tiens, en Pays de la Loire, même quand on compare que 2019, on voit rien. Comme je vous ai montré, il s'est tellement rien passé quasiment partout en France, mis à part l'Île-de-France. Enfin, bref, donc en Pays de la Loire, on voit rien. Et donc là, la courbe 2020 est derrière, donc on la voit pas. Est-ce que vous pourriez la mettre devant en gros et en rouge, de façon à ce qu'on puisse avoir l'air sérieux quand on va voir les partenaires, qu'on leur parle de la pandémie qui a ravagé l'humanité? Et ces deux personnes-là, je vous assure qu'elles se sont masquées tout le temps, testées tous les jours, multivaccinées, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'elles avaient sous les yeux toutes les réponses et tout, enfin, tout ce qu'il fallait pour se rendre compte de l'escroquerie générale. Elles y ont participé. Et puis, bah, elles se sont auto-convaincues, de manière définitive, qu'en effet, il y avait une maladie mortelle qui ravageait l'humanité, alors qu'elles avaient tout ce qu'il fallait devant elles pour se rendre compte de la stupidité de ce qu'elles vivaient. Voilà, donc il y a pas de corruption, c'est pas des gens qui ont gagné du prix, c'est pas des gens qui ont gagné de poste, qui sont même fait bien voir d'aucune sorte parce qu'ils ont participé à ça. Il s'est passé une ambiance enfin voilà, de stupidité totale. Il y a Jacques Généreux qui a écrit un livre sur comment la connerie économique domine le monde, mais en fait, il y a vraiment un livre à écrire sur la théorie de la connerie généralisée. C'est complètement fou, voilà. C'était juste une vaste connerie et tout le monde a participé. Peut-être avec un petit peu de peur aussi, un petit peu d'angoisse. Oui, mais quand même, quand tu as les chiffres sous les yeux qui dit bah tiens, il s'est rien passé, il y a un moment, la peur doit disparaître. Mais non, enfin, en effet, il a fallu. Mais du coup, c'est-à-dire qu'on est quand même quitté la réalité complètement. C'est-à-dire quand il y a des gens qui me disent heureusement que la pandémie est terminée, je réponds oui, j'en avais marre de balayer les cadavres devant ma porte tous les matins, quoi. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu la télé, jamais personne n'aurait rien vu de spécifique. C'est ça qui est fou. Et on a réussi à faire peur aux gens alors qu'ils voyaient rien de spécifique et qu'en plus ils avaient les statistiques sous les yeux pour leur dire mais non il se passe rien. Et ils pouvaient même pas croire aux statistiques qu'ils avaient sous les yeux. Il fallait que ce soit la télé qui a raison. Donc voilà, on a quitté, on a quitté le monde rationnel complètement. Il y a plus de rapport avec la réalité. Il se passe la même chose en ce moment sur cette histoire de climat. Je suis dans un territoire. Moi, ils nous ont dit la sécheresse tous les jours. Il va y avoir la sécheresse. Ça fait 3 mois qu'il nous pleut sur la gueule tous les jours. Faut que je prends le vélo pour aller au boulot. C'est que très récemment, depuis mi-mai, que je commence à ne plus mettre ma parka et qu'il a arrêté de me pleuvoir, mais il me pleuvait tous les jours, quoi. J'ai même un excellent ami qui est persuadé de ça, qui me parlait de la sécheresse tout le temps. Donc c'est-à-dire que tous les matins, il prend son vélo, il est plus sur la gueule tous les jours. Mais comme à la télé, il parlait de sécheresse, eh bien c'était quand même la sécheresse. Bon là, il commence à dire que même les nappes phréatiques débordent. C'est-à-dire quand même, c'est-à-dire qu'on a un niveau de pluviosité qui a été rarement égalé que ce qu'on a vécu. Mais voilà, les gens vivaient la sécheresse de la télé, alors sachant qu'il leur pleuvait sur la gueule tous les jours. Et j'ai perdu 3 arbres moi dans mon jardin à cause du fait que le sol était détrempé. On a eu un gros coup de vent, j'ai 3 arbres qui sont tombés. Mais voilà, c'était quand même la sécheresse asymptomatique, quoi. Voilà, on a aussi vécu la sécheresse asymptomatique. Ça me fait d'ailleurs une excellente transition à ma question sur la suite. Merci. Bah, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Pierre peut continuer? C'est bon pour vous? Ok, merci. On va passer au moteur de la fraude qui est vraiment essentiel et qui sont les tests. Parce que les tests, c'est fabuleux, ça nous fait quand même passer l'épidémie sans malade. En 2009, il y a une escroquerie qui s'appelle H1N1, il y a un rapport du Sénat qui dit très clairement que c'est une escroquerie. C'est pour ça que je dis escroquerie d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette escroquerie? Parce qu'auparavant, avant de déclencher l'état de pandémie, il y avait un critère de gravité. C'est-à-dire que l'OMS ne déclenchait pas l'état de pandémie s'il n'y avait pas un très grand hausse de malades très graves ou de morts sur un certain nombre de territoires. Bon, évidemment, ça n'arrive jamais. Et donc, pour déclencher l'escroquerie H1N1, panique mondiale, ils ont supprimé le critère de gravité. Ils ont juste dit, il suffit qu'il y ait des malades un peu partout. Et de façon à déclencher l'état de pandémie. Ce qui est pratique avec ça, c'est qu'en fait, comme des malades, il y en a tous les hivers, on peut déclencher l'état de pandémie tous les hivers. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils ont fait avec H1N1. Bon, ça n'a pas marché à H1N1 parce que tout simplement, les gens sont allés voir leur médecin à l'époque. Et comme les médecins avaient le droit de prescrire, tous les gens ont vu leur médecin, ils sont soignés comme d'habitude. Bref. Mais là, pour déclencher la panique, on est passé à un autre niveau.
C'est-à-dire que maintenant, pour déclencher l'état de pandémie, il n'y a même plus besoin de trouver de malades en grand nombre, même pas grave. Il suffit d'avoir séquencé un virus et fait un test. Donc séquencer un virus avec toutes les incertitudes qu'il y a sur ce que ça peut faire, etc. Hein, je ne vais pas rentrer dedans, mais quand même. Et puis ensuite un test à la con, on va le voir. Et du coup, il n'y a même pas besoin de malade. C'est-à-dire vous faites un séquençage, vous dites regardez, j'ai trouvé un virus, vous testez tout le monde, vous trouvez les tests positifs, et vous déclarez un état de pandémie sans qu'il y ait de malade. Donc on passe à l'état d'épidémie sans malade. Et c'est ce qu'on a vécu, à un point qui est assez difficilement imaginable. C'est-à-dire que ici, ça vient du réseau Sentinelle, ou c'est SOS Médecins, je sais plus. Non, oui, non, c'est peut-être SOS Médecins, mais c'est le même que Sentinelle. Donc, ils déclarent le nombre de malades de la grippe qu'ils ont chaque année, hein, comme je l'ai expliqué. Donc, voilà, ils déclarent des malades, et puis ensuite, ça remonte et ça fait des statistiques d'incidence. Le nombre de nouveaux malades qu'on a toutes les semaines pour 100 000 habitants. Et donc là, vous voyez, donc là, en noir, c'est la période grippale de 2014-2015, en jaune, c'est 2018-2019, et en bleu, c'est 2016-2017. Donc vous voyez que autour des pics, on avait entre 400 et jusqu'à 800 nouveaux malades toutes les semaines pour 100 000 habitants qui consultaient des médecins et donc étaient vraiment malades. Depuis qu'il y a du Covid-19, ce sont les courbes rouges. Et vous pouvez voir que les courbes rouges, on n'a jamais dépassé 150 malades pour 100 000 habitants. Autrement dit, selon SOS Médecins ou selon Sentinelle, il n'y a jamais eu d'épidémie de Covid-19 en France. Ça n'existe pas. Les médecins n'ont pas vu de malades plus que ce qu'ils voient d'habitude, ce qu'on peut appeler le bruit de fond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent malades dans l'année, ça fait ce qu'on appelle un bruit de fond, et c'est tout. Et ils n'ont rien vu d'autre. Alors il y a juste, vous pouvez me dire là, ce petit pic-là, c'est pendant le confinement. Donc vous pouvez me dire oui, mais en 2020, ils n'avaient pas le droit de consulter les gens. Donc, déjà, c'était l'idée du siècle, hein, évidemment. Vraiment, je pense que ça restera dans les annales, hein, cette histoire que quand il y a des malades, ils consultent pas, ça ira mieux. Mais en plus, c'est pas vrai après. Hein, donc c'est-à-dire 2021, 2022, on n'a toujours rien vu. Voilà. Donc il y a juste jamais eu d'épidémie de Covid-19 en France, au sens seuil épidémique, quoi. Ça n'existe pas. Et donc, la seule façon de faire peur aux gens, ça pouvait pas être avec des malades. Donc c'est là qu'est arrivé le fameux rôle des fameux tests. Ah oui, je vous montrais juste voilà les grippes par rapport à ce qu'on appelle Covid. Donc un test, c'est quoi C'est-à-dire que normalement on a des symptômes hein, quand on est malade, et là les symptômes on s'en fout. Ce qui compte c'est de se faire curer le nez ou des fois un peu de salive et de mettre ça sur un test, et c'est le test qui nous annonce si on est malade. Donc il n'y a aucun rapport entre la réalité, entre le vécu, et puis le test. C'est le test qui décide si on est malade. Alors chacun, je pense que vous connaissez les tests de grossesse. Test de grossesse, c'est quand une femme veut savoir si elle est enceinte, elle peut le faire pipi sur un test de grossesse. Les tests de grossesse, ils sont considérés extrêmement fiables. 99,99%, je crois, un truc comme ça. Mais c'est pas 100. C'est-à-dire que si on s'amuse à faire pipi sur des tests de grossesse à tous les petits garçons français, on risque bien d'avoir des tests positifs. La question c'est est-ce qu'on donne un suivi de grossesse à un petit garçon français qui a un test de grossesse positif? Et est-ce qu'au bout de 9 mois, alors de grossesse asymptomatique évidemment, hein, et du coup au bout de 9 mois on l'amène en salle d'accouchement? Non, on fait pas ça. Pourtant c'est ce qu'on a fait hein, pour cette histoire de Covid, c'est-à-dire que les gens qui sont parfaitement sains et qui avaient un test positif, ils étaient considérés malades d'une maladie mortelle, asymptomatiques. Ils étaient même considérés comme contagieux. Donc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient transmettre aux autres leurs non-symptômes. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait ce soir. Hein. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas de symptômes, ils sont probablement en train de les donner aux autres à distance. Encore mieux, parce que même les gens avec un test positif, sans symptômes, ils étaient considérés guéris de la maladie 15 jours après. Donc, ils étaient guéris de leurs non-symptômes. Ils allaient beaucoup mieux au bout de 15 jours. Ils étaient même considérés immunisés ensuite contre la non-maladie qu'ils avaient eue. Voilà, donc ils ne pouvaient plus attraper de maladies sans symptômes. Donc voilà, si vous êtes immunisé contre les sans symptômes, voilà, je ne sais pas ce qui vous arrive après, vous avez des symptômes tout le temps. Bref. Bon, dernière chose, avec le test de grossesse, la réalité, hein, c'est la grossesse, c'est pas le test. Le petit garçon de 5 ans qui a un test positif, il n'est pas enceinte. Voilà, c'est pas le test qui dit vrai.
Puis inversement, hein, si vous avez une femme enceinte avec un gros bidon, avec des choses qui bougent à l'intérieur, qu'elle arrive pour accoucher, vous faites pipi sur un test de grossesse, ça dit qu'il est négatif, vous la renvoyez pas chez elle en disant le test dit que c'est faux, t'accouches pas, tu dégages. Voilà, la réalité, c'est le fait d'être enceinte, c'est pas le test. Bon, bah, du coup, on peut même se servir de ça pour évaluer le test. C'est-à-dire que vous faites faire pipi à des femmes enceintes sur un test de grossesse, bah, toutes les fois où le test de grossesse dit faux, bah, ça s'appelle un faux négatif. Et ça permet de tester la sensibilité du test. Et inversement, vous faites faire pipi à des femmes pas enceintes, à des hommes, si vous voulez, sur un test de grossesse, et à chaque fois que le test de grossesse dit oui, eh bien, ça s'appelle un faux positif. Et ça permet de calculer la spécificité du test. Bon, ben pour les tests anti-Covid-19, le problème, c'est qu'on est incapable d'évaluer le test. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de symptômes cliniques au Covid-19 qui soient spécifiques. Vous pouvez être considéré Covid-19 si vous avez de la toux, de la fièvre, des maux de ventre, que sais-je. Oui, c'est écrit quoi d'autre? Des frissons, une fatigue aussi importante, du mal à respirer, une perte d'odorat, des maux de tête, je l'ai dit, des nausées aussi, des vomissements. Tout ça, c'était Covid. Donc du coup n'importe quoi était Covid, et tellement n'importe quoi était Covid qu'en fait on a fait l'inverse, c'est le test qui est devenu la réalité. Donc ça c'est une inversion extrêmement grave. C'est plus le malade, c'était le test. Et quand le test est positif, vous avez rien, vous étiez asymptomatique. Voilà, vous aviez, c'est comme vous êtes un test de grossesse avec rien dans le ventre, vous êtes en grossesse symptomatique avec un test de grossesse. Donc c'est débile, mais c'est juste qu'on n'a pas de référence. Bon, et ici, ça vient du ministère de la Santé, hein, qui nous dit, pour ces prix 2021-2022, il nous donne les différents cas possibles entre le fait d'être positif ou négatif, hein, un test positif ou un test négatif, et le fait d'avoir les symptômes ou pas, symptomatique ou asymptomatique, ça nous fait 4 cases. On peut être positif et avoir les symptômes, être négatif et avoir les symptômes, être positif sans symptômes ou être négatif sans symptômes. Bon, on va imaginer que notre test Covid-19, c'est un très bon test, même si on ne sait pas le mesurer, et du coup qu'il est fiable à 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il n'y a rien, c'est-à-dire que même si la chaîne ARN que je cherche n'existe pas, eh ben je vais avoir 50% de cas positifs. Et donc ça c'est un problème, parce que si vous regardez en début 2021, vous regardez les positifs, la somme des positifs symptomatiques et asymptomatiques, et bien sur toute une partie de l'année 2021, on est en dessous des 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus probable statistiquement, c'est que ce qu'on cherche, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est en train de confiner des gens, hein, de leur faire peur, de les isoler, de les considérer atteints d'une maladie mortelle, de quelque chose qui n'existe pas. C'est ça qu'on est en train de faire. Bon, supposons que le test est encore plus fiable que 95%, qu'il est parfait, notre test, et on va se poser la question s'il a du sens. Et donc là, on va se poser la question, mettons, qu'est-ce qu'on va se dire? J'ai un test positif. J'ai eu un test positif en me testant, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, regardez, test positif symptomatique contre asymptomatique. Eh bien, quand j'ai un test positif, le plus souvent, je ne suis pas malade. C'est donc un test qui permet surtout de savoir qu'en fait, on n'est pas malade. Donc le test Covid-19, c'est un test qui va dire oui, surtout quand on n'est pas malade. Bon, c'est pas très logique, et on peut se poser la question dans l'autre sens. J'ai les symptômes du Covid-19. Voilà, je sais que j'ai les symptômes du Covid-19, je vais me faire tester. Donc je disais que, en effet, les tests de Covid-19 sont fabuleux, puisqu'en fait, quand on a un test positif, on est majoritairement pas malade, et quand on est malade, on a en écrasante majorité un test négatif. Ce qui fait que donc non seulement ils sont nuls, parce qu'en fait, on voit bien que ils ont des taux de positivité qui sont extrêmement bas, mais qu'en plus, ils racontent n'importe quoi. Alors, il se passe quelque chose quand même, c'est que à partir de 2022, là, à partir de fin 2021, on a quand même le taux de positivité qui monte. Alors ça, on se dit, c'est quand même vachement bien, parce que heureusement qu'on a vacciné tout le monde pour enfin avoir des tests positifs. Donc c'est extrêmement efficace. Donc c'est pas ça qui se passe. Donc les tests, ils sont faits à partir des séquences prétendument découvertes de coronavirus. Et donc évidemment, plus on a des chercheurs qui cherchent des fameux coronavirus, d'ailleurs moins ils trouvent les mêmes. Donc c'est une science qui est assez exceptionnelle. Donc quand ils trouvent pas ce qu'ils cherchent, eh bien ils déclarent avoir trouvé un nouveau variant. Et quand vraiment ils trouvent pas la même chose, ils disent bah ça c'est un mutant. Et donc bah au fur et à mesure du temps, dans les tests, ils rajoutent les variants et les mutants. Et donc bah c'est là qu'on voit le taux de positivité augmenter au fur et à mesure qu'ils rajoutent des choses dans les tests. Donc c'est pas que le virus arrive, c'est que plus ça va, plus on cherche de trucs. Et plus on cherche de trucs, bah plus il y a de tests positifs.
Et il se passe et là, le record, il est atteint à partir de décembre avec le fameux variant Omicron qui fait que une fois qu'ils rajoutent le variant Omicron dans les tests, tout le monde est positif. Donc on passe à 30% de positivité en France et en Suède, ils sont même passés à 70%, je crois. Donc ils se regardaient, les Suédois, ils étaient tous positifs. C'était fabuleux. Donc non, c'est juste que voilà, le premier temps du variant Omicron, ils ont dit oui, c'est très virulent, c'est pas très virulent, c'est un truc qui a chez tout le monde, qui donc n'a rien à voir avec un pathogène. On est en train de juste chercher une séquence qui visiblement est présente partout. C'est tout. Et puis en revanche, on voit qu'aussi à partir de l'hiver, eh bien la part des symptomatiques augmente. Pourquoi ? Parce que c'est l'hiver et que l'hiver les gens tombent malades. Donc heureusement qu'on a la science. Maintenant qu'on a la science, on sait que l'hiver les gens tombent malades. C'est fabuleux. C'est tout ce qui se passe. Donc on n'a rien. Il y a pas le moindre rapport entre le test et aucun malade. Donc ça, il faut vraiment garder ça en tête. Il n'y a aucun rapport entre les tests et les malades. Ce sont deux choses radicalement différentes. Et donc, on fait dire aux gens qui sont en parfaite santé qu'ils sont malades d'une maladie mortelle sans symptômes. Et aux gens qui sont malades comme des chiens, il faut leur test Covid. On dit, ah bah non, c'est bon, c'est pas ça, rentrez chez vous, soyez tranquille. Voilà, c'est complètement fou. C'est le test qui a remplacé la réalité. Le test qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors, est-ce que j'ai réussi à Ah zut, ouais. Ah oui, c'est bon. J'avais mis des petits trucs en rouge. Donc voilà pour les tests. Est-ce que c'est clair pour les tests, même si on a passé un peu de temps puisque on a déjà bavardé. Est-ce qu'il y a des questions sur les tests? Non, c'est bon. Bon, vous me direz, de toute façon, là, on va passer au vaccin et en fait, c'est la même chose. Et je sais pas si vous savez, mais on est dans le cadre d'un biais de comptage organisé avec des vaccins qui n'ont jamais prouvé ni être sûrs et surtout pas être efficaces. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui sont vaccinés, il y en a un certain nombre qui viennent dans mes conférences, très peu le savent, mais Pfizer et Moderna, ils n'ont jamais promis aux gens de les vacciner contre une maladie. C'est-à-dire qu'après le vaccin, les gens seraient moins malades. C'est pas du tout ça qu'ils ont promis. Ils ont promis qu'une fois vaccinés, les gens auraient moins souvent de tests positifs et pas du tout qu'ils seraient moins malades. Et vous voyez bien que les tests positifs n'ont rien à voir avec aucune maladie. Bien, c'est bien dans les essais des vaccins. Les essais des vaccins, leur output, ce qu'on va compter, ce sont les gens qui ont des symptômes de tout et de n'importe quoi. Donc on l'a dit, maux de tête, fièvre, frisson, vomissements, nausées, etc. Tout ça, ça peut compter comme étant le prétendu Covid. Et un test positif. C'est le test positif qui va décider qu'on va appeler ça Covid. Et donc les vaccins protègent contre le fait d'avoir un test positif et pas du tout contre le fait d'être malade. Voilà, j'ai mis ce qui est appelé les Covid-19 cas, c'est le test, et puis il fallait avoir soit de la fièvre, du mal à respirer, des frissons, des douleurs musculaires, ça c'est dû à la fièvre, tout ça, le fait d'avoir la gorge, le sentiment de gorge comprimée, là, de plus avoir d'odorat ou de goût, avoir diarrhée, vomir, etc. Voilà. Mais c'est bien le test positif qui compte. Et donc, ce que dit Pfizer, c'est qu'il dit, voilà, on a suivi 40 000 personnes, 36 000 pendant 6 mois. Et puis, chez les vaccinés, on a trouvé 8 tests positifs et 162 chez les non vaccinés. Et c'est 8 contre 162, qui sont les fameux 95% d'efficacité qui ont été promus partout. 8 contre 162. C'est-à-dire que on est censé avoir une pandémie là qui ravage l'humanité, et au bout de 6 mois, en suivant 36 000 personnes, ils ont trouvé 170 tests positifs. C'est-à-dire que ce qu'a prouvé Pfizer, c'est qu'il n'y a pas de pandémie. C'est ça qu'ils ont prouvé, la première chose. Bon. Et ensuite, ils disent que en fait, il n'y a pas de pandémie, mais quand même que leur vaccin est vachement efficace contre les tests positifs. Il n'y a que 8 positifs chez les vaccinés contre 162 chez les placebos. Mais à aucun moment de leur étude, ils ont promis qu'ils avaient testé équitablement les deux. Donc c'est simple, si on veut pas trouver de tests positifs chez les vaccinés, on les teste pas. Et puis si on veut trouver que chez les placebos, en fait on teste que les placebos. Et il n'y a aucun endroit dans l'étude où ils promettent d'avoir testé équitablement les deux aspects. Et on a plus que des doutes. Alors là pour les fameux cas sévères, vous savez, vous avez tas de politiques qui ont dit oui, pour les cas graves, c'est hyper protecteur. Alors, des prétendus cas sévères de Covid-19, c'est-à-dire des gens qui ont été très malades avec un test positif, ils ont trouvé 1 chez les vaccinés et 3 chez les placebos. Donc c'est pareil, il n'y a pas de pandémie, il se passe rien. 1 contre 3, et 1 contre 3, c'est pas significatif.
l'intervalle de confiance qui est ici est entre moins 124 et plus 96. Voilà. C'est-à-dire que personne ne peut prétendre que cette fameuse vaccination est efficace contre des prétendus formes graves. Même Pfizer, ils osent pas le faire. Pfizer, ils disent juste c'est contre les tests positifs. Bon, et d'ailleurs, il y a une directrice de labo qui a témoigné dans le British Medical Journal et qui dit que il y a quand même des gros soupçons de fraude chez Pfizer. Il n'y avait rien qui était fait correctement et que tout le monde savait si les gens étaient vaccinés ou pas. Donc, si tout le monde sait dans le laboratoire qui est donc vacciné ou pas, eh bien quand quelqu'un appelle le labo pour dire voilà j'ai peut-être des symptômes, s'ils voient que c'est un vacciné, ils disent de non restez chez vous. Et s'ils voient que c'est un placebo, ils disent oui venez on va vous tester. Enfin c'est tout bête. Voilà. Donc en fait, il y a des gros, enfin plus que des soupçons sur là-dessus. Bon, et ça c'est sur le fait, ça c'est sur les cas de suspicion Covid, c'est-à-dire des gens qui ont déclaré avoir des symptômes, mais qui n'ont pas été confirmés. Bon, ils disent il y en avait 1600 chez les vaccinés et 1800 dans les placebos. Des gens qui disaient avoir des symptômes, mais sans confirmation. Donc sans confirmation, c'est quoi? C'est un test, c'est pas de test? On sait pas. Mais dans ces cas-là, est-ce que les vaccinés étaient moins malades ou en fait, est-ce qu'on les a juste pas testés? On n'en sait rien. Voilà. Donc il y a quand même 200 d'écart. Hein. Donc l'efficacité, c'est 8 contre 62, mais vous voyez qu'il y a 200 d'écart sur ceux qu'au priori on teste pas. Voilà, c'est facile du coup d'avoir un vaccin qui fonctionne. Et puis on a encore mieux. On a dans les suspicions de Covid-19 dans les 7 jours après la vaccination, c'était 410 chez les vaccinés contre 287 chez les placebos. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que juste après la vaccination, les vaccinés sont malades de symptômes qui ressemblent à ce qu'on appelle le Covid-19 et pas ceux du groupe placebo. Et du coup, on compte pas les 7 premiers jours. Pourquoi? Parce qu'autrement, il n'y aurait pas d'efficacité vaccinale qui se prouvait. C'est pour ça qu'on dit le vaccin marche pas pendant les 7 premiers jours, c'est parce qu'en fait on sait très bien que les gens qui sont vaccinés sont plus malades que les autres dans les 7 jours qui suivent. Donc surtout on n'a pas mis les 7 premiers jours dans l'essai, c'est tout. Ça sert juste à s'escroquer là. Il y a d'autres choses qu'on voit. On voit que de manière très significative, les gens qui ont été vaccinés, ils ont eu beaucoup plus souvent de la fièvre que les gens qui ont eu le placebo. Hein. Et c'est pareil pour les frissons, mais c'est la même chose, hein, c'est les symptômes de la fièvre. Et c'est vrai chez les jeunes comme chez les vieux. Ou même dans les douleurs musculaires, c'est pareil. Donc en fait, et puis il y a d'autres symptômes qui sont décrits. Mais donc du coup, la seule chose qu'a montré Pfizer, c'est que quand on est vacciné par un vaccin Pfizer, on est malade de manière significative. Les vaccins rendent malade, c'est certain. C'est tout. Et d'ailleurs, ils mettent que ça permet ensuite les gens qui ont été vaccinés, ils utilisent beaucoup plus souvent des antifièvres ou des antidouleurs comme le Doliprane. Donc en fait, quand vous vaccinez, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, vous prenez des médicaments de façon à supprimer les symptômes, et après ça va mieux. C'est sûr qu'une fois que vous passez votre vie sous Doliprane, vous aurez moins de fièvre et donc la vaccination c'est efficace. Donc mais là on comprend bien comment ça a marché. Pour faire un vaccin efficace, il suffit de ne pas tester les vaccinés. On les rend malades. Voilà, c'est-à-dire que le vaccin, la seule chose qui fait significatif, c'est qu'il les rend malades. Et puis derrière, on les teste pas. Et si on teste pas les vaccinés, on a un vaccin qui est efficace. Et ça, le fait de pas tester les vaccinés, de tester que les non vaccinés, ça a été mis en place dans la population, dans tous les pays qui ont vacciné, et ça porte un nom. Ça s'appelle tout bêtement le pass sanitaire. Vous mettez un pass sanitaire en place, et vous savez que vous allez tester quasiment que les non vaccinés. Pour illustrer, je vais imaginer que je suis le président d'un pays qui a fortement envie d'emmerder ces non vaccinés. Et donc dans mon pays, j'ai 1200 personnes. J'ai 1000 personnes vaccinées et j'ai 200 personnes non vaccinées parce que j'ai mis en place un pass sanitaire où les gens sont obligés de se tester pour aller pisser. Et du coup, les non vaccinés, ils en ont marre et ils vont se faire vacciner pour beaucoup, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai plus que 200 non vaccinés et j'ai 1000 vaccinés. Bon. Comme tout le monde est obligé de se tester tout le temps pour aller pisser quand on n'est pas vacciné, je vais tester 8 personnes sur 10 chez mes non vaccinés. Alors que chez mes vaccinés, eux qui sont pas obligés de se tester, il y a que ceux qui aiment se faire curiner gratuitement qui vont se faire tester. Donc 8 tests sur 10 pour 200 personnes chez mes non vaccinés, ça fait 160 tests réalisés. Une seule personne sur 10 testée chez mes vaccinés, ça fait 100 tests réalisés. Je vais faire un exemple fictif, je vais imaginer que le vaccin est parfaitement inutile et que les tests de toute façon sont parfaitement bidons. C'est un exemple fictif, évidemment, aucun rapport avec la réalité. Ça fait 10% de positivité pour tout le monde au test.
Et donc, j'ai fait 160 tests chez mes non-vaccinés, ça me fait 16 positifs. J'ai fait 100 tests chez mes vaccinés, ce qui me fait 10 tests positifs. Et là, je vais faire comme toutes les agences du monde entier, tous les ministères de la Santé, tous qui ont été bien gentils pour faire les bons calculs, pour savoir si la vaccination est efficace. Je vais rapporter mes tests positifs à ma population. 16 tests positifs pour 200 personnes. Chez les non-vaccinés, ça fait un ratio de 80 positifs pour 1000, alors que chez les vaccinés, j'ai 10 tests positifs pour 1000, 80 pour 1000 d'un côté contre 10 pour 1000. Ça nous fait un vaccin efficace à 95%. Tadam! Voilà. Avec un test bidon et un vaccin qui sert à rien, je mets en place un pass sanitaire et j'ai 95% d'efficacité vaccinale. C'est parfait. Et c'est comme ça qu'on a fait croire à l'efficacité vaccinale juste avec cette escroquerie du pass sanitaire. Et toutes les études, il y en a aucune qui corrige de vérifier qu'on a bien fait le nombre de tests de chaque côté. Tout le monde se fait berner, c'est assez incroyable. Il a suffi de mettre ça. Du coup, on peut illustrer, ça c'est un graphique, c'est mon préféré parce qu'il a été mis en place par Guillaume Rosier, qui est le jeune ingénieur là qui a mis en place, comment ça s'appelle, la Vaxintact, Vicmados, tout ça. Covid Tracker sur Internet. Il a eu la Légion d'honneur par Emmanuel Macron pour tout son travail à 30 piges. Donc il a aucun des critères pour les Légion d'honneur, mais c'est pas grave. Et il a pondu ce graphique et sur Internet, vous tapez Vaximpact, Covid Tracker sur Internet, vous tombez sur ce graphique qui est vachement bien parce qu'en un seul graphique, ça détruit de manière définitive la totalité de l'escroquerie des tests et des vaccins en un seul graphique. Et moi, je pense que ça vaut la Légion d'honneur. Guillaume Rosier, évidemment, ne le sait pas pourquoi ça la vaut, mais moi, je lui donnerais très volontiers. Et donc, ce graphique, il représente quoi? Il représente le taux de positivité selon le statut vaccinal des gens au cours du temps. Donc, on a les non-vaccinés qui sont en orange, et on a en bleu foncé, on a les vaccinés 2 doses, et en noir, les vaccinés 3 doses. Donc là, il y a un pic, mais ça, c'est une erreur statistique, c'est une mauvaise donnée. Voilà. Donc on a quoi? On va commencer ici, on a au début, on est au moment de mise en place du pass sanitaire. Donc vous mettez en place le pass sanitaire, c'est-à-dire que tous les non-vaccinés sont obligés d'aller se tester. On est en plein pendant les vacances, donc ils ont besoin du test pour aller au camping, pour aller à la piscine, pour se balader partout. Et donc, bah oui, ils se testent tout le temps. Et donc, vous savez, vous vous rappelez de tous les fameuses épidémies de rhume qui ont lieu tous les étés au mois de juillet? Non, c'est normal, ça n'existe pas, et ça n'existait pas non plus en juillet 2021. On a vu une explosion du nombre de tests juste à cause de cette règle à la con, et donc ça a fait des tests positifs. Et donc c'est ça qui a été appelé la nouvelle vague, cette épidémie de tests positifs avec des gens qui étaient en parfaite santé au moment où ils se faisaient tester et qui étaient déclarés positifs. Et donc, la règle, c'était que c'était les non-vaccinés qui devaient se tester, que les vaccinés, ils n'étaient pas obligés. Et donc, on voit quoi? On voit, oui, que quand ils sont obligés de se tester, les non-vaccinés, ils se testent et donc ils sont positifs, alors que les vaccinés, eux, ils sont pas obligés. Donc, il y a que les rares stressés du tas qui ont vraiment envie de se faire curer le nez. Et ils sont très rares. Donc oui, ça fait un vaccin qui marche, tout simplement, parce que les vaccinés sont pas obligés de se tester. Bon, et donc cette fameuse épidémie, elle a le bon goût de s'arrêter tout pile à cette date. C'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'elle s'arrête le 15 août, tout bêtement, puisque le 15 août, c'est le moment où les gens, en France, en tout cas, ne sont plus en vacances et retournent au travail. Et donc, passé le 15 août, le taux de positivité diminue, tout simplement parce que les gens arrêtent de se tester et c'est tout. Et donc, c'est pas une épidémie qui a un début et une fin, c'est un test qui a un début et une fin, qui correspond aux vacances. Bon, les non-vaccinés continuent toujours d'être plus positifs que les vaccinés ensuite. Ça ne change rien à la rentrée scolaire jusqu'à la Toussaint. C'est juste la règle qui veut ça. Et après la Toussaint, on a une nouvelle augmentation qui est appelée une nouvelle épidémie, qui n'a rien à voir avec une épidémie, c'est juste qu'à la rentrée de la Toussaint, ceux qui ont des gamins au collège le savent, le gouvernement a obligé les collégiens à se tester tous les jours pour aller au collège. Et donc, comme les collégiens, c'était pour les forcer à se vacciner, évidemment. Et comme les collégiens n'étaient pas vaccinés, ça fait augmenter le taux de positivité chez les non-vaccinés à cause de cette règle qui a été de forcer les collégiens à se tester. Et c'est tout. Cette augmentation-là, c'est ça. Et puis là, il s'est passé une nouvelle chose ensuite.
On a un ministre de la Santé qui a dit les doubles doses, vous me faites chier, j'ai plein de doses à vendre. Non, c'est pas ça. Il a dit, c'était pas ça qu'il a dit. Il a dit la science est très claire, la vaccination baisse d'efficacité au bout de 6 mois. Donc les 2 doses, vous serez bien gentil, vous allez m'en faire une troisième, sinon votre passe sanitaire il est plus valable. Bon, alors des gens qui sont vaccinés qui n'ont rien eu, il y en a plein, mais il y a aussi plein de gens vaccinés qui ont eu des tas de problèmes et du coup qui avaient surtout pas envie d'en faire une troisième. Et donc il y a tellement de personnes qui avaient 2 doses qui ne voulaient surtout pas en faire une troisième, qui sont tous allés se faire tester. Et donc à partir de cette date exactement, vous avez le taux de positivité des 2 doses en bleu foncé qui est passé au-dessus des non vaccinés. Et donc ça c'est assez fabuleux. C'est juste le changement de règle. On a fait peur aux 2 doses et du coup ils sont tellement allés se faire tester qu'ils sont plus positifs que les autres. Et c'est tout. Et donc ça c'est assez génial parce qu'on a eu le gouvernement qui s'est mis à se faire des convulsions là en disant mince alors c'est-à-dire que les 2 doses du coup sont plus souvent positifs que les 0 doses, mais quand même la vaccination c'est efficace, du coup bon bah ça veut dire qu'il faut absolument une troisième dose pour que ce soit efficace. Du coup, à cette époque-là, il y a des petits malins comme moi qui ont écrit au gouvernement pour dire Monsieur le gouvernement, moi j'ai 0 dose, alors est-ce que je peux faire la troisième dose d'abord de façon à ce que ce soit efficace. Et ils m'ont jamais répondu. Voilà. Donc cette époque-là, bon, vous voyez quand même qu'il y a tout un tas de personnes qui avaient 3 doses qui se faisaient tester quand même. Hein. C'est-à-dire que les 3 doses, ils disent quand même que la vaccination c'est efficace, mais ils se font tester quand même pas mal. Donc ils y croient, mais ils y croient pas, mais ils y croient quand même, mais pas trop. Mais ça, c'est symptomatique de la bouillie qu'il y a dans la tête des gens. Et puis, bon, bah, cette escroquerie, elle s'est complètement arrêtée au mois de mars 2022. Moi, dès qu'ils ont annoncé ça, je savais que l'escroquerie était terminée. C'était terminé puisqu'en fait, c'était fini l'escroquerie sur les tests. Eh bien, c'est la date exacte de la fin du pass sanitaire. Le jour de la fin du pass sanitaire exactement, les courbes se sont inversées. Et on a eu quoi? On a eu les non-vaccinés qui étaient plus obligés de se tester, donc ça devient les moins positifs du tas, tout simplement. Un peu plus positif que vous avez les 2 doses. Alors les 2 doses, pourquoi ils sont plus positifs? Bah tout simplement parce qu'il y en a tout un tas qui avaient des rallonges de passe sanitaire, donc le test était gratuit. Puis quand même, un petit test, ça coûte pas grand-chose, c'est gratuit, puis ça fait 1 semaine de vacances, hein, un petit test positif. Donc, et 100 jours de carence, hein, c'est la seule maladie. Vous pouvez n'avoir ni symptômes ni jours de carence. Faites votre jardin tranquillou, 1 semaine, aux frais de la princesse. Et puis, bah, les plus positifs du tas, ceux qui vont le plus se faire tester, ce sont les 3 doses. Donc, dès le jour de la fin du pass sanitaire, les plus positifs, ce sont les 3 doses. Ce sont donc les gens qui sont le plus vaccinés, qui croient le moins que ça marche. Et ça, c'est fou. Et donc, vous avez un ordre parfait. Les moins positifs, c'est les non vaccinés. Plus positifs que c'est les 2 doses. Et encore plus positifs, c'est les 3 doses. Juste parce que c'est les gens qui se testent le plus. Tout simplement parce que tout ça, c'est la règle de la trouille. Et plus on a la trouille, plus on se vaccine et plus on se teste. Et tout ça, ça va parfaitement ensemble et c'est tout. Donc ces tests n'ont jamais été qu'une vaste escroquerie et cette vaccination aussi. Ça n'a jamais été qu'une escroquerie et il suffit de ce graphique pour expliquer tout ce qui s'est passé et c'est tout. C'est pas parce que ça ne marche pas que ça n'a pas d'effet. Donc ça n'a aucun effet sur aucune maladie que ce soit, ces vaccins. C'était pas ce qui était promis, c'était le fait de ne pas avoir de test positif, et pour ça, il fallait pas tester les gens, c'est tout. Mais en revanche, ça a des effets bien visibles. Je vous ai dit, dès les études de Pfizer, on sait que les gens sont malades quand ils sont vaccinés. Ils le mesurent et c'est très significatif. Il y a des gens qui sont tombés très malades après les vaccins, et d'ailleurs qui sont en procès contre Pfizer pour essayer de faire reconnaître à Pfizer le fait qu'ils sont tombés malades à cause de pendant les essais. Donc dès les essais, on savait qu'il y a des problèmes graves. Et ça, ce sont les remontées de pharmacovigilance en Europe. Donc voilà, on a des arrêts cardiaques, des myocardites, des péricardites, 18 000 myocardites et 16 000 péricardites. Là, on était en juillet 2022 où j'ai remonté les données la dernière fois, ça a augmenté depuis. Et on a même en tout 28 000, c'est passé à 36. Donc aujourd'hui, on a 33. Aujourd'hui, on a 33 000 effets indésirables qui sont soldés par le décès du patient. Alors évidemment, l'industrie pharmaceutique et tous les médias et puis les agences de régulation, les politiques disent oui, mais il n'y a aucun de ces cas-là qui peut jamais être prouvé comme étant causé par le vaccin. Il n'y a pas de preuve de causalité. C'est vrai parce qu'en fait, des myocardites, ça existe même en dehors du vaccin. Donc ils disent, voilà, ça peut très bien être une myocardite qui est arrivée comme ça, rien à voir avec le vaccin. C'est comme ça que l'industrie pharmaceutique s'en sort toujours. Vous pouvez pas gagner de procès contre eux. Vous pouvez pas prouver que ce qui vous arrive, c'est à cause d'eux. Sauf que là, ce qu'ils ne disent jamais, ni les politiques, ni les médias,
ni les agences de régulation, c'est que l'industrie pharmaceutique elle-même dit qu'il y a tellement peu de personnes qui remontent ces effets indésirables que la réalité des chiffres, hein, vraiment des vraies personnes qui sont malades à cause de leurs produits, ce sont ces chiffres-là fois 10. C'est-à-dire que selon l'industrie pharmaceutique, eh bien, c'est pas 33 000 personnes qui seraient décédées à cause du vaccin, c'est 330 000. Et c'est selon l'industrie pharmaceutique. Et encore, pour eux, c'est un petit score. Hein. Rien que le scandale des opioïdes aux États-Unis, c'est au moins 500 000 morts. Rien qu'aux États-Unis. Donc voilà, ils sont pas leur coup d'essai. Ils savent que leurs produits sont dégueux et qui tuent des gens. C'est qu'un sur tout un tas de choses. Ils s'en foutent royalement. Ce qui est nouveau, c'est quand même que là, depuis cette escroquerie Covid-19, on a tous les gouvernements et toutes les agences de régulation. Il n'y en a pas une qui moufte et on y va et on continue de piquer des gens, sachant les dégâts que ça fait. C'est complètement dingue. Et des dégâts qui se voient. Hein. Moi, du coup, j'ai récupéré toutes les. Donc là, c'est des faits déclarés. Mais moi, j'ai récupéré ça, c'est les données de décès qu'il y a. J'ai mis partout en Europe. J'ai fait un calcul pour calculer la surmortalité. Vous avez une barre rouge quand il y a trop de morts. Donc ici, c'est 2019, 2020, 2021, c'est toutes les semaines. Une barre rouge quand une semaine il y a trop de morts et une verte quand il n'y en a pas assez. Enfin, qu'il y en a moins d'habitude. Donc normalement, le hasard fait que ça oscille autour de zéro, machin truc. Ici, on est sur les 15-24 ans au Portugal et j'ai mis en dessous les vaccins reçus par la population. Et là, vous voyez que pile pendant la campagne de vaccination des jeunes au Portugal, pouf, il y a une belle hausse de mortalité qui a lieu pile en même temps. Et ça, je le constate aussi, par exemple en Hongrie, hein, voilà, les 25-49 ans. En fait, je le constate pour plein de tranches d'âge et plein de pays. J'en ai mis 12 dans le livre, j'en présente quelques-unes là, mais ça marche tellement. Donc 25-49 ans, une dose, c'est parfait. Alors, gros succès la troisième dose en Hongrie pour les 25-49 ans. Plein de morts aussi chez les 60-69 ans en Autriche. Les Autriches, vraiment, ils ont un respect tout militaire hein, pour le décès pile pendant les campagnes. On voit quasiment se dessiner chaque campagne de vaccination, dose 1, dose 2 et dose 3. C'est nickel. Vraiment, ils se mettent au diapason comme il faut. L'Italie, ça marche très bien aussi hein, sur la dose 1, dose 2. Voilà. Donc ça, c'est sur les décès. Hein. Donc on a des traces nickel partout de gens qui décèdent pile pendant la campagne de vaccination. On voit aussi qu'il y a un effondrement des naissances. Donc ça, c'est les naissances tous les mois au Danemark depuis 2016. Donc vous voyez qu'il y a des périodes de reproduction au Danemark. Hein. Il y a plein de naissances qui ont lieu en juillet. Voilà. Donc quand vous visitez le Danemark, si vous êtes 9 mois avant, vous êtes en pleine période de reproduction des Danois, faut le savoir. Bon, il y a eu un petit effondrement des naissances 9 mois après le confinement, comme partout en Europe. Le confinement, ça a vraiment fait du mal aux couples et aux gens, ce qui fait qu'on a un effondrement des naissances. Et après, il y a un rattrapage en 2021. Mais ensuite, il y a un effondrement total des naissances sur toute l'année 2022, avec vraiment là 9 mois après les doses 1, dose 2 des jeunes femmes, c'est terrible. On est vraiment très en dessous des normales et du seuil de significativité basse, et sur toute l'année, ça se rattrape pas. Voilà. Donc le Danemark, il y a 9 mois après la vaccination des jeunes femmes, vraiment, il y a plus de naissances comme avant, ça se voit, c'est très très marqué, et c'est le cas dans plein de pays. Hein. J'ai fait l'Allemagne, la Slovénie, la France aussi, ça se voit. Donc on a vraiment un déficit de naissance juste après. Personne n'en parle. La naissance, et ça c'est autre chose, c'est la mortalité néonatale. Ce qui est représenté ici, c'est tous les mois. C'est le taux de mortalité, le taux de décès d'enfants donc les décès entre 0 et 6 jours de vie. Donc ça marque souvent les naissances trop précoces, quoi, les grands prémas. C'est chez les grands prémas beaucoup qu'on a des décès à la naissance, donc c'est un marqueur. Donc on regarde l'évolution. Et là, il se trouve que vous avez pointillés rouges qui montrent le début de la date de vaccination des femmes enceintes en France. Hein, c'est mai 2021 que ça a été autorisé. Et le gros pic de vaccination des femmes enceintes, c'est juin. C'est juste après. Et là, vous avez un pic de mortalité néonatale, mais qui est du jamais vu. Donc, je répète, un décès entre 0 et 6 jours de vie. Les pointillés rouges en haut, c'est la très grande significativité. Donc, il y a moins d'une chance sur 1 milliard pour que ce point soit naturel. Donc, on sait qu'il s'est passé quelque chose pile pendant la campagne de vaccination des femmes enceintes. Et là, on a plein de bébés morts. Et ça fait penser à des grands prémas, c'est-à-dire on pique les femmes enceintes et elles accouchent direct parce qu'elles supportent pas et on perd le bébé, quoi. Ça, c'est vraiment un marqueur très très fort et c'est en France. Voilà donc ce que j'avais à vous dire là sur la moteur de la fraude et sur les vaccins. Donc on a mis en place vraiment un système de comptage où on a perdu pied totalement avec la réalité. On ne compte plus des malades mais des pauvres tests positifs de façon à faire croire à une histoire qu'on est en train de raconter. Et ce qui est fou, c'est que même les vaccins sont construits dessus. Et on a montré que les tests sont entièrement bidons, qu'ils font n'importe quoi, et les vaccins sont construits sur les tests, ce qui vous montre le sens qu'il a donné à ces fameux vaccins.
Voilà, j'ai fini la présentation. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans cette salle? Mine, es-tu là? Je suis là, Pierre. Oui, c'est tout ce que tu nous rapportes, c'est assez édifiant. Après, tu évoquais tes collègues statisticiens. Ça veut dire que vous ne faites pas le travail de la même manière Non. et vous ne prenez pas en compte enfin, en tout cas, de tes collègues qui sont dans le déni, c'est que il y a des variables qui ne sont pas prises en compte. Il y a des échanges avec ces autres collègues, justement. C'est très très dur. J'ai une autre Mm. anecdote. Quand j'ai commencé à publier des vidéos pour dire mais regardez, vous voyez bien qu'il se passe rien si tu regardes par âge. Enfin, c'est. J'ai un collègue statisticien qui sur ma chaîne YouTube m'a dit mais espèce de complotiste, tais-toi. T'es même dangereux. Tout ce que tu fais, voilà, t'es un danger pour les autres. T'as raconté de telles sornettes. Ce collègue statisticien savait qu'à l'époque, hein, son métier, c'était de mettre en ligne les données, plein de données de l'Institut, notamment des données de population et de décès. Donc il les avait sous les yeux. Et je lui ai répondu, bon cher monsieur, est-ce que vous pouvez juste, s'il vous plaît, vu que vous avez la population, vous avez les décès, vous allez pouvoir calculer un taux de mortalité par âge. Donc vous calculez, vous prenez le nombre de décès divisé par la population, ça vous donne le taux de mortalité. Vous le faites pour 2020, pour les années d'avant, et ensuite on en reparle. Et vous regardez ce que donnent vos taux de mortalité. Sa réponse, ça a été, mais non, espèce de complotiste, le monde dit que t'es un complotiste, t'es un complotiste. Et donc cette personne-là, qui est quand même à bac+5, quoi, dont le métier c'est de mettre en ligne des données, qui les avait sous les yeux, je lui ai juste demandé de faire une division, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce qu'il aurait découvert, je pense, que j'avais raison. Et donc il n'en était pas capable. Donc oui, il y a un déni général. J'ai donné l'autre exemple tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la majorité des gens n'ont pas voulu se poser la question. Et ceux qui ont voulu se la poser, qui ont été rares, ont bien été obligés de découvrir que j'ai raison sur les taux de mortalité, puisqu'ils ont les mêmes chiffres. Et s'ils ont les mêmes chiffres et qu'ils font les mêmes calculs, bah, ils vont trouver les résultats. Hein, c'est les mathématiques, ça. Donc il était beaucoup plus simple de ne pas se poser de questions, et c'est ce qu'ont fait l'écrasante majorité des gens. Donc quand on est entre personnes, on va dire éveillées d'une certaine manière, qui ont compris l'escroquerie, on s'étonne de la simplicité qu'il y a et de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à discuter, mais on n'arrive pas à discuter avec des gens qui ont refusé de regarder tout bêtement et qui ne veulent pas le faire. Ils sont confortablement installés dans leur histoire, avec les médias qui leur racontent une jolie histoire, et puis bah c'est trop dangereux de vouloir laver la tête, quoi, tout bêtement. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de sortir ce livre et de proposer de récolter les fonds pour Où est mon cycle? Parce qu'on sait que les effets secondaires, ça touche aussi toutes les personnes qui ont subi les injections. Parce que je n'aime pas parler de vaccin, donc ce n'en est pas. Mais qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix-là en particulier? Alors, pourquoi j'ai écrit le livre? Parce que ça m'a été réclamé sur ma chaîne par beaucoup de gens. J'ai écrit une centaine d'articles d'abord, et une petite centaine, et j'ai fait quasiment autant de vidéos que j'ai mis sur ma chaîne. Et il y a tout un tas de gens qui me suivaient, qui sont, je sais pas moi, il y a des littéraires, des ingénieurs, et beaucoup de gens qui considèrent le livre comme une espèce de truc un peu sacré, quoi. Et qui me disaient, non mais tout ce travail que tu as fait, ça va partir à la poubelle. YouTube et les articles Internet, c'est bien mignon, mais ça laisse pas de traces, donc il faut vraiment écrire un bouquin. Donc j'avais largement la matière. Mais bon, voilà, j'ai fini par me décider à le faire à l'été dernier. J'avais déjà écrit un très très gros article, quasiment sur la forme d'un bouquin, mais qui me plaisait pas dans sa forme. Donc bon, j'ai tout repris et j'ai fait un bouquin. Donc c'est vraiment sur la demande et l'insistance de ma communauté YouTube, on va dire quelque part, que j'ai écrit ce bouquin. Pourquoi est mon cycle? Pour deux raisons. La première, c'est que les effets indésirables, je vous en ai montré, il y en a plus de 400 déclarés différents. C'est surtout les labos pharmaceutiques qui demandent à ce qu'il y en ait beaucoup. Pourquoi? Parce que s'il y avait juste un effet indésirable problème cardiaque, ce serait significatif. Et donc, parce qu'il y a tellement de monde qu'on a eu, que ça se verrait. Et donc, on divise en sous-catégories, myocardique, arrêt cardiaque, péricardite, arythmie cardiaque, etc.
infarctus. Tout ça, c'est divisé en sous-catégories de façon à noyer le poisson. Or, quand une femme est malade, ça a un impact direct sur ses cycles menstruels. Donc, le fait de soutenir le bon cycle, c'était pour moi un moyen de soutenir un indicateur, un vrai, qui est celui des femmes, qui sont malades de on sait pas quoi, de plein de trucs, mais qui tout ont un point commun, c'est qu'elles ont plus de cycle. C'est tellement fort que les industriels de la pharmacie, là, des médicaments, détestent faire des essais avec des femmes qui ont des règles parce que ça se voit direct qu'elles perdent leurs règles. Donc c'est un vrai indicateur dont ils veulent pas parler. Donc c'est ça, il faut vraiment libérer la parole des femmes de façon d'une part à les compter, hein, savoir combien elles sont, pour les soigner également, et puis pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. C'est vraiment grâce à ça, et ça donnera une idée de combien de bonhommes aussi qui savent pas qu'ils sont malades, mais qui sont malades à côté, sauf que ça se voit pas chez eux. Donc c'est votre premier but, c'est ça. La deuxième chose, c'était que, bon bah je rappelle, hein, c'est des femmes vaccinées, toutes ces femmes-là. Donc il y a tout un tas de gens qui ont voulu être sectaires pendant cette période-là, hein, qui voulaient séparer les non-vaccinés de la société, tout ça. Et moi j'aide, donc c'est des dizaines de milliers d'euros hein, qui partent à destination de femmes vaccinées. Et je l'ai fait pour montrer que je fais preuve d'aucun sectarisme, et puis qu'il n'y a pas d'autre façon de considérer ces femmes-là que comme des victimes. Et c'est tout. Donc il faut les considérer comme des victimes et pas autrement. Et de retrouver un semblant de société. Moi, j'appelle ça des vaccins, vraiment des vaccins. À un moment, j'appelais ça des injections aussi. Je me suis dit, ouais, c'est pas des vaccins. Sauf que quand j'ai demandé quelles étaient les preuves que les autres vaccins apportaient pour annoncer leur efficacité et leur sécurité, eh ben, il n'y en a pas. Donc, ce que je montre sur ces vaccins-là, dans leur étude, hein, pour montrer leur prétendue efficacité et leur sécurité, eh ben, c'est la même chose pour les autres. Donc j'ai recommencé à appeler tous les autres des vaccins, puisque tout le reste, et moi je vais le dire, hein, mes enfants en ont reçu 14 chacun hein, des vaccins, ils ont tout fait, même ce qui n'était pas obligatoire. Bien aujourd'hui, je découvre que jamais aucune autorité de santé n'a fait de travail sérieux pour savoir ce que ça faisait chez les gens. Donc c'est un monde qui s'effondre, hein, mais c'est comme ça. Et tant que donc je rappelle bien ceux-là des vaccins, puisqu'en fait ils ne sont pas pires que les autres, tout simplement. Ils n'ont pas prouvé être pires, c'est la même chose. Ok, je comprends. Est-ce que par rapport à ce que tu as écrit et puis justement cette réflexion par rapport aux autres vaccins, est-ce que tu as des projets par rapport à la suite? Pour l'instant, j'avance tranquillement. Déjà, je m'attendais pas à voir passer autant de temps sur ce livre et après, puisqu'il est sorti en janvier, mais c'est vrai que bah, là, on est en mai, j'ai fait tout un tas de conférences, tout ça, ça intéresse des gens. Je m'attendais pas à ce qui est enfin, on va dire un succès d'une certaine manière de ce livre comme ça. Donc, j'avais des projets de m'intéresser à d'autres sujets qui sont un peu en berne. Voilà, pour moi, pour que je m'intéresse à un sujet, il faut de la statistique. Je vais le redire, mais sur les autres vaccins, il y a rien. Il n'y a pas de statistique de suivi, il n'y a pas d'étude de cohorte. On vérifie même pas si la mort subite du nourrisson, ça n'a pas lieu après une vaccination malheureuse. On vérifie rien, il y a rien, il y a rien qui sort. Et donc moi je veux bien m'intéresser à un sujet, mais en fait comme il n'y a aucun chiffre, la seule chose que je peux vous dire, c'est il y a rien. Donc c'est de toute façon, est-ce qu'ils sont sûrs, est-ce qu'ils sont efficaces? Ben c'est du fantasme. Voilà, c'est une croyance, c'est un dogme. Tant qu'il n'y a pas une étude sérieuse qui est faite sur une cohorte de long terme avec des gens qui se vaccinent, d'autres qui se vaccinent pas, ce genre de choses, de toute façon on pourra rien dire. Et on est vraiment dans une religion. Voilà. Donc je peux pas m'intéresser, enfin moi c'est pas mon sujet de m'intéresser à une religion, qui est la religion vaccinale, mais qui est la religion de toute la santé. Hein. Je vais être le livre que j'appelle Covid-19 et où je m'intéresse à un médicament qui s'appelle le vaccin. Vous pouvez probablement écrire le même livre sur la chimiothérapie pour les cancers, qui a un gloubi-boulga tout et n'importe quoi, ou bien sur tout un tas d'autres maladies qui engraissent énormément Big Pharma. Ok, donc ça t'a amené à d'autres pistes de réflexion sur la santé hein, ou sur ce qui est proposé ou sur, comme tu le dis, sur les vaccins, sur tout ce qui est sur les autres traitements médicaux qui sont proposés. C'est ça que, en tout cas, dans cette crise entre guillemets du Covid-19, ça met en lumière, c'est que on peut tout remettre en question et que oui, et qu'on doit remettre en question et que on se rend compte
de la propagande et du narratif de la peur, de ce que ça a engendré et à qui ça profite aussi. Le crime, évidemment. Oui, bien sûr, c'est le cas Ouais. partout. On ne doit pas faire confiance à des gens qui s'enrichissent sur notre dos, tout bêtement. Et la totalité des prétendues études scientifiques qui font le mérite des médicaments ne sont pas plus qualitatives que celles que je vous ai montrées chez Pfizer. Pfizer, ils ont l'impression d'avoir fait comme d'habitude. Ils ont peut-être un peu grossi le trait de façon à vendre leur cam, mais globalement, tout ce qu'on appelle l'évidence-based medicine, enfin, moi, je suis atterré de tout ce que je lis, mais même les études épidémiologiques, etc. J'en parle dans le bouquin, mais moi, j'étais naïf. Je pensais que la science était des gens sérieux qui faisaient des trucs sérieux et relus par des comités de lecture, etc. Mais le niveau de tout ce que j'ai pu lire depuis 2 ans, mais je suis atterré d'une nullité totale. Et tout ne tient que parce que les gens ne comprennent pas grand-chose aux statistiques et aux modèles, sinon tout s'effondrerait. Très bien. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres discussions, d'autres questions? Non, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent dire quelque chose ou... Très bien. Bah Ok. écoutez, dans ces cas-là, je vous remercie à toutes et tous de m'avoir écouté. Et puis bah peut-être qu'un jour je ferai d'autres conférences sur d'autres sujets ou celle-ci. Vous avez eu la version courte quand même. Comme on était en visio, je vous ai pas fait la version longue de 2h30. Je vous ai épargné quand même. Ok. En tout cas, nous te remercions infiniment nous avoir consacré du temps comme ça. On aurait préféré te voir physiquement, mais ça tu le sais. Et puis, de toute façon, on sait que on va continuer à te voir et t'écouter, et que sûrement tu vas nous proposer d'autres choses. Je pense que ça va pas s'arrêter là non plus. Et puis, je pense qu'il peut-être partir sur d'autres sujets, on ne sait jamais, vu que ce n'est pas que la question de la santé là qui est questionnée là dans ce qu'on vit. On sent que ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, il faut tout questionner et tout particulièrement toute prétendue science qui se sert des statistiques pour imposer des choses. Moi, je m'intéresse à l'économie depuis très longtemps et on fait avaler des couleuvres aux gens qui sont atroces. Voilà, même sur tout ce qui a trait autour de l'environnement, il faut regarder les intérêts qu'ont les uns et les autres à donner tel ou tel discours et s'intéresser aux chiffres et tout ce qui sont des prétendus modèles de statistiques, de trucs. Enfin voilà, il y a tellement de manières de construire un modèle qui nous arrange qu'il faut également remettre en question, faire aussi confiance au réel, revenir au réel, à la réalité des choses. Enfin voilà, c'est... Bon, sauf qu'il y a un glissement avec le même discours. On a une sécheresse asymptomatique. Oui, c'est ça, sécheresse asymptomatique, mais c'est complètement fou d'avoir vécu ça. Bon, il a fallu, mais il faudrait reprendre tous les articles en Pays de la Loire, parce que maintenant, on a même des nappes phréatiques qui dégueulent. c'est du jamais vu, quoi. Donc ouais, il faudrait reprendre la totalité de ce qui a été écrit pour se rendre compte à quel point on peut essayer de faire adhérer je sais pas, la propagande, les médias à un espèce de discours unique, même quand la réalité le contredit, quoi. Bref. Bon, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci infiniment, Pierre. Merci à tous. La seule chose, maintenant, je regrette qu'on n'ait pas eu la version longue. Maintenant. Franchement, là, je reste presque sur ma faim. Ouais, c'est la grande phrase de la mariée. Qu'est-ce qui était prévu dans la version longue, Pierre? Il y a des choses que je détaille plus certaines parties. Je fais toute une grosse partie sur l'hôpital, le fait qu'il n'y a pas eu de saturation hospitalière. Ça met du temps à démonter entièrement. Parce que si je peux pas le dire trop abruptement, sinon les gens vont pas. Enfin, voilà, il faut vraiment que je fasse une démonstration complète de ces points-là pour. C'est tellement gros ce qui s'est passé. Voilà. Puis j'insiste plus sur sur d'autres sujets. Donc, je détaille plus certaines parties que j'ai enlevées parce qu'il faut vraiment tout ce qui demande vraiment du temps d'explication. Je pouvais pas le faire de manière saine là, ce soir. Ça aurait été beaucoup trop long, quoi, en distanciel.
Ok, Oui, d'accord. parce qu'il y en a quand même, en tout cas vers chez nous, il y a des services qui ont dit qu'ils étaient saturés, hein, et qu'il y avait des cas de Covid, qu'il y avait des Covid longs Oui, oui. Maintenant qu'on a des statistiques là-dessus, on peut voilà, discuter plus sainement. et des cas graves. Oui, oui, Mais bon, après, c'est aussi les critères qu'on met. exactement. Ouais. Chez nous, à Bon, Aubenas, c'était pas trop le cas, hein, Mine. Hein on avait des retours plutôt que les services étaient plutôt vides. Hein. Oui, mais après, il y en a d'autres aussi qui ont dit que c'était plein. Donc c'est après, normal. ou même des soignants, oui. Il y Mais a eu je que pense que 38 hôpitaux habilités à soigner au début, ce qui fait qu'on a concentré les malades de 3000 hôpitaux sur seulement 38. Donc ceux qui étaient sur ces 38-là, ils ont dit, ah tiens, on a eu plus de malades que d'habitude. Oui, certes, c'est juste que pour sauver les malades de toute la France. Donc on a créé une histoire également, une oui. saturation de manière complètement artificielle, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les soignants de ces 38 hôpitaux-là ne démordent pas du fait qu'ils ont vu plein de malades. Bah oui, puisque les autres étaient interdits de recevoir des malades. Mais voilà, donc c'est là que les statistiques sont importantes et qu'on voit que les hôpitaux étaient en écrasante majorité vides, et donc il faut faire tomber cette histoire de voilà. Donc ça, c'est un des exemples de choses que je passe du temps à faire tomber pour montrer tout ce qui s'est passé dans la conférence, quoi. Bon, je vais vous laisser, je crois, je vais aller dîner. Très bien. Merci à toi en tout cas, Pierre. Et puis, on te souhaite de pouvoir continuer ce combat et de ne pas être trop enquiquiné ou traité de complotiste. Mais bon, ça, je pense que toi, tu t'en fiches par rapport à ça. Oui, oui, ça me touche plus. C'est presque, on Oui, peut dire c'est que c'est plus un un problème. compliment, mais Mais que ça ne te met pas en porte-à-faux aussi par rapport à ton travail. je vais rien dire de plus dessus, mais non, non, enfin, en effet, je subis certaines conséquences de ce que j'ai écrit. Je suis pas le seul. Oui. Et donc oui, on a un système qui se défend hein, quand même. Faut pas toutes les personnes qui sont exprimées, pardon, en subissent les conséquences, et c'est Sûr. mon cas aussi. Je vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas terminé cette histoire, mais voilà, faut pas être dupe hein, sur les jeux internes. Merci, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Au plaisir. Au plaisir. Merci. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.